Mesdames, Messieurs, cher public, ce soir, j'ai l'honneur d'introduire la deuxième conférence de cette année 2024-2025 organisée par l'Ordre des juristes. Cet événement est une grande opportunité de réflexion et d'échange. Et nous sommes ravis de vous accueillir aussi nombreux ce soir. Tout d'abord, au nom de notre organisation, je tiens à remercier chaleureusement Philippe-Henri Forger et son équipe, ainsi que l'administration de l'ICES pour son soutien indispensable. Nous nous réunissons aujourd'hui pour aborder une thématique d'une actualité brûlante et dont les implications sont encore incertaines. L'intelligence artificielle, quel impact pour les métiers du droit et pour la justice? Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir M. Loïc Fleury, maître de conférence en droit privé à l'ICES. Il sera accompagné sur scène par deux représentants de la plateforme Doctrine, Mathis Lacombe, responsable des relations avec les cabinets d'avocats, et de Briac Lefebvre, responsable des grands comptes. Je remercie sincèrement nos intervenants pour leur participation à cet événement. Un grand merci également à Manon Guignard, présente sur scène pour son engagement dans ce grand projet. Ce soir, elle aura pour mission de poser des questions aux intervenants et de s'assurer du bon déroulement de l'événement. L'IA est omniprésente dans notre société. Son évolution rapide soulève de nombreuses questions. Des logiciels capables de rédiger des contrats, d'analyser des décisions judiciaires et même de prédire des jugements sont déjà utilisés par certains cabinets d'avocats et autres. Mais si ces innovations boostent la productivité, elles soulèvent également de sérieuses inquiétudes. L'intelligence artificielle pourrait-elle un jour remplacer les avocats, les magistrats ou encore les chercheurs en droit? Cette conférence sera divisée en trois parties. La première abordera les craintes légitimes liées à l'automatisation des tâches juridiques. Des rapports récents estiment que certaines professions du droit pourraient être partiellement remplacées par des algorithmes, notamment pour les tâches répétitives comme la recherche jurisprudentielle ou la rédaction de documents standards. Des pays comme les États-Unis ont déjà intégré des systèmes d'IA dans certaines procédures judiciaires pour accélérer le traitement des dossiers. Cependant, loin d'être une menace absolue, l'IA est aussi un outil extraordinaire qui révolutionne notre façon de pratiquer le droit. C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de cette conférence avec un exemple concret, la plateforme Doctrine.fr. Cette entreprise française a développé un algorithme avancé permettant aux professionnels du droit d'accéder à des analyses approfondies de la jurisprudence et de bénéficier d'un gain de temps considérable. Doctrine incarne cette transformation numérique qui, bien maîtrisée, peut être un atout majeur pour les juristes. Enfin, nous clôturerons cet événement avec vous, cher public. Un temps d'échange sera prévu, vous offrant l'opportunité de poser toutes vos questions à nos intervenants. Avant d'aller plus loin, je vais vous faire une révélation qui ne manquera pas de vous surprendre. Ce discours que vous venez d'entendre n'a pas été rédigé par moi, mais par une intelligence artificielle. Oui, vous avez bien entendu, les mots que je viens de prononcer, la structure de cette allocution, tout a été généré par une IA. Si un simple algorithme est aujourd'hui capable d'écrire un discours digne d'une introduction de conférence, imaginez ce que des outils bien plus sophistiqués peuvent accomplir dans le domaine du droit. Notre objectif ce soir n'est pas de céder à la peur, mais de réfléchir ensemble à l'avenir qui se dessine. L'intelligence artificielle est là, elle est puissante, et il est de notre responsabilité d'en comprendre les implications pour mieux en tirer parti. Je vais maintenant passer le relais à Manon Guignard et aux autres intervenants. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une excellente conférence. Bonsoir à toutes et à tous. Pour commencer, nous allons évoquer un premier point avec M. Fleury qui va nous détailler en plusieurs points l'IA et les métiers du droit et de la justice entre mythe et réalité. Désormais, je vais lui laisser la parole. Bien. Merci Manon, merci Antonin. Bonsoir à tous. Merci avant tout à l'Ordre des juristes pour avoir organisé cette conférence. L'Ordre des juristes, on ne vous l'a pas forcément précisé, c'est l'association des étudiants en droit de l'ICES. Voilà, donc ils sont organisateurs
de beaucoup d'événements, toujours réussis, donc on va essayer d'être au niveau. Je remercie aussi alors 2 anciens étudiants de l'ICES, donc comme quoi soit ils n'ont pas été très rancuniers, soit ils ne sont pas encore tout à fait guéris de leur syndrome de Stockholm, mais en tout cas ils sont là ce soir volontairement pour échanger avec nous. Et puis merci à vous d'être là ce soir après une journée sûrement chargée. Alors je vous promets 2 choses. Un, essayer de ne pas dire trop de bêtises. Et 2, on va essayer d'être rapide, grosso modo 25-30 minutes, grand maximum chacun. Et après, un temps de questions-réponses, parce que le but n'est pas de finir trop tard. S'agissant de la partie en ce qui nous concerne, donc l'IA, quel impact pour les métiers du droit et de la justice? Je vous propose, formation de juriste oblige, de commencer par définir les termes du sujet, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ensemble ce qu'est l'intelligence artificielle. Je vous rassure, ça va être simple. Avant de regarder, une fois qu'on a compris ce qu'est l'IA, est-ce qu'elle est utilisable, applicable au raisonnement juridique, et si oui, de quelle manière? Concrètement, si on essaye de définir ce qu'est l'intelligence artificielle, on se heurte à une première difficulté parce que historiquement, le terme a été né en 1956 à l'occasion d'une conférence. Alors, une conférence, un atelier d'été, un workshop organisé à l'université d'été de Dartmouth. Le titre du workshop parle de l'artificial intelligence. C'est une conférence qui n'est pas le fruit du hasard. D'abord, l'année 56 marque véritablement l'essor de l'informatique, c'est-à-dire que cette conférence réunit un ensemble de chercheurs, tout horizon confondu. Vous avez des mathématiciens, des physiciens, parfois des économistes, qui visent à tout simplement s'interroger sur la pertinence du terme intelligence artificielle, notamment autour de l'essor de l'informatique. Cette conférence est l'occasion de présenter 2 projets en particulier. Vous avez un des premiers logiciels de résolution d'équations mathématiques qui est présenté. Et puis vous avez un logiciel de programmation de jeux d'échecs. Et donc on constate que la programmation informatique, à ses débuts, permet déjà d'envisager un certain nombre de possibilités. Et on cherche à englober ce champ de recherche naissant. Le terme intelligence artificielle est proposé par en particulier, un chercheur en particulier qui est Minsky, et il arrive à convaincre tout le monde de la pertinence du terme. Alors, ce n'était pas chose aisée parce que, d'entrée de jeu, il y a énormément de débats, de controverses qui, évidemment, se font entendre, notamment sur l'utilisation du mot intelligence. Donc, Minsky arrive à convaincre de la pertinence du terme, tout simplement à défaut, ou par défaut, puisque aucun autre terme ne s'impose. Alors, cet atelier n'est pas non plus le fruit du hasard, parce qu'on est en 1956, soit 6 ans après la publication d'un article très connu d'Alan Turing, en 1950, alors intitulé tout simplement Les ordinateurs et l'intelligence. Vous en avez des extraits qui ont été donnés à Enora Bricourt. Donc j'ai trouvé l'article en français, il y en a une dizaine d'exemplaires si jamais cet article vous intéresse. C'est un article qui est considéré comme fondateur de l'intelligence artificielle parce que Alan Turing, dans cet article, sans parler de l'intelligence artificielle, va proposer ce qu'on appelle le test de Turing, c'est-à-dire un scénario dans lequel on envisage une expérience précise. Un interlocuteur est mis en une pièce, isolé. Il doit converser avec 2 personnes, un être humain, une machine. Et la question que pose Turing est la suivante. Au bout de combien de temps celui qui est soumis au test de Turing se rend compte qu'un de ces 2 interlocuteurs est une machine? Évidemment, on considérera que l'intelligence artificielle est d'autant plus poussée, évoluée, qu'elle résiste, qu'elle survit au test de Turing, c'est-à-dire qu'elle n'est pas immédiatement démasquée. La logique ici de Turing est d'essayer tout simplement de comprendre les différences entre le raisonnement humain et le raisonnement de la machine. De ces différences, on va pouvoir comprendre ce qu'est véritablement la caractéristique d'une intelligence artificielle. Donc 56, vous doutez bien que la date n'est pas prise au hasard. Donc c'est là l'origine de l'expression. Alors malgré cette difficulté sur vraiment le consensus sur les termes employés, le fait est que le test de Turing va durablement marquer les esprits, au point que, eh bien, c'est une deuxième difficulté. En fait, l'intelligence artificielle, notre perception de l'intelligence artificielle est fortement marquée
inconsciemment par le test de Turing, c'est-à-dire que les représentations de cette IA viseront toujours à la personnifier. Alors Minsky, qui était présent à la conférence, va être le conseiller scientifique en fait de Stanley Kubrick dans le cadre de son fameux film Odyssée, l'Odyssée de l'espace 2001. Et donc c'est pour ça que si vous avez vu le film, tout le film tourne autour de cette intelligence artificielle, alors qui s'appelle HAL 9000 dans la version anglophone, Carl 5000 dans la version francophone. Et en fait, les travaux de Minsky vont déboucher sur l'ancêtre de ChatGPT, le premier robot conversationnel qui s'appelle Elisa. Alors Elisa, concrètement, son rôle, c'est de faire en sorte que vous alliez mieux. C'est un robot conversationnel qui, alors vous le voyez, on est très loin de ce à quoi ressemble HAL 9000, mais le but, c'est de vous proposer une séance de psychothérapie. Et donc c'est très simple, c'est une démarche introspective. Quoi que vous écriviez dans Elisa, Elisa répond la chose suivante: je comprends, point. Pouvez-vous m'en dire plus sur, en reformulant ce que vous venez d'évoquer? Et donc Elisa ne vous propose absolument aucune solution, mais elle vous invite à les trouver par vous-même. Et donc c'est le premier chatbot conversationnel, c'est Elisa. Et en fait, le but d'Elisa était apparemment de survivre au test de Turing, mais vous voyez bien que à la vision de ce qu'est Elisa, on n'a pas de doute sur le fait qu'il s'agisse bien d'un robot ou d'un ordinateur. Et en réalité, la culture populaire va fondamentalement influencer, vous le savez, notre vision de l'intelligence artificielle, systématiquement en personnifiant cette IA, en lui donnant des contours humains. D'où l'intérêt, d'où le succès d'un certain nombre de films très populaires, dont je vous en ai mis quelques-uns ici, la liste n'est pas exhaustive, mais qui ont tous une particularité, c'est que dans ces films, ça se passe toujours mal. C'est-à-dire que l'IA, il y a deux caractéristiques. Un, elle ressemble fortement à l'être humain, d'où l'intérêt de penser que c'est une intelligence qui serait concurrente à celle de l'intelligence humaine. Et puis surtout, ça se passe toujours mal. Donc le scénario catastrophe est un scénario qui vend, mais malheureusement, les représentations sociales de l'IA nous empêchent de penser correctement ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors, si on retient une définition assez simple qui fait unanimité, en réalité c'est celle de Minsky. Lorsqu'on demande à Minsky ce qu'est l'intelligence artificielle, il vous explique que c'est la construction de programmes informatiques, et il me semble qu'il ne faut pas oublier cette donnée, c'est un programme informatique qui exécute des tâches, vous dit Minsky à l'époque, qui sont pour l'instant exécutées de manière plus satisfaisante par les humains, car elles nécessitent des processus intellectuels d'un certain niveau, tels que l'apprentissage de la perception, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. Alors, cette définition a le mérite d'être suffisamment générale, et il s'avère qu'il y a d'autres définitions de l'intelligence artificielle, notamment parce qu'avec l'essor de l'IA, vous le savez, les juristes ont essayé de s'emparer de ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, nous avons des définitions à peu près comparables en droit, donc ça a le mérite d'être cohérent. Si vous prenez la définition de la CNIL, on vous parle d'un procédé logique et automatisé, reposant généralement sur un algorithme et en mesure de réaliser des tâches bien définies. Le Parlement européen, lui, vous définira l'IA comme la possibilité pour une machine de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification, la créativité. Donc cette définition de l'IA, a priori, semble... Alors on trouve les mêmes éléments de langage, semble faire à peu près l'unanimité. Ce que vous devez surtout comprendre, c'est comment fonctionne l'IA et surtout comment on peut catégoriser ces IA. Parce qu'en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, très souvent, on ne parle pas du tout de la même chose. On parle d'un ensemble très vaste. Alors la première façon de catégoriser les intelligences artificielles, c'est selon leur finalité. Autrement dit, à quoi servent-elles? Et vous voyez qu'au quotidien, nous utilisons, en fait, sans le savoir, très souvent des intelligences artificielles parce qu'elles reposent sur l'utilisation d'algorithmes. Donc sans le savoir, en fait, nous sommes capables d'automatiser certaines tâches. Et donc il y a autant d'IA possibles que de tâches que nous entendons leur confier. Donc cette première catégorisation, elle est extrêmement générale, elle n'est pas vraiment satisfaisante pour comprendre ce dont nous parlons. La deuxième façon de catégoriser les IA, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est selon leur apparence, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une IA personnifiée qui ressemble grosso modo à un être humain ou pas, ou bien est-ce qu'il s'agit, c'est plutôt l'illustration de droite, est-ce qu'il s'agit tout simplement d'un procédé informatique, un programme, un robot, un algorithme, peu importe, qu'on n'arrive pas à essayer de personnifier, qu'on n'identifie pas comme un être humain et qu'on ne considère a priori pas comme intelligent. Bon, ça c'est une distinction qui est proposée plutôt par la Commission européenne.
Bon, et puis aujourd'hui, l'usage est plutôt de catégoriser les IA selon leur statut légal. Alors, on vous l'a dit d'entrée de jeu, l'IA est d'actualité. C'est pas compliqué. Si vous êtes dans le détail du règlement sur l'intelligence artificielle, donc du 13 juin 2024, son article 5, alors qui est entré en vigueur le 2 février dernier, donc on ne fait pas plus récent. Concrètement, le règlement européen catégorise l'IA selon qu'elle soit licite ou non. Donc il y a 8 IA qui sont expressément interdites. On regarde leur finalité. Donc c'est très simple, des techniques de manipulation, l'exploitation des vulnérabilités. Alors le texte est, vous le voyez, très général. Le classement social, l'idée d'une notation sociale dans le cadre de l'Union européenne sera strictement interdit. D'essayer un peu à la Minority Report d'évaluer ou prédire le risque qu'une personne physique commette une infraction pénale. Une IA qui aurait vocation à faire ça est considérée illicite. Idem s'agissant de collecter des contenus afin de mettre en place un système de reconnaissance faciale. De permettre la reconnaissance, alors je vous dirais que là, ça laisse un peu dubitatif, tellement c'est précis, la reconnaissance des émotions d'une personne sur le lieu de travail et dans les établissements d'enseignement. Bon, c'est sûrement une particularité là propre au règlement. Collecter les données biométriques des personnes afin d'arriver, on dit, à des déductions ou à des inférences concernant leur race, opinion politique, affiliation, organisation syndicale, conviction religieuse, philosophique, vie sexuelle, orientation sexuelle. Bon, il s'agit d'éviter en fait la collecte de données personnelles et puis d'identifier les personnes à distance, en temps réel, à des fins répressives dans des espaces accessibles au public. Donc vous voyez que cette catégorisation des IA nous permet d'abord d'être relativement serein sur ce qu'il est possible de faire ou non, en tout cas en l'état actuel du droit positif. Et puis, dernière forme de catégorisation qui, là, me semble la plus pertinente, c'est en fonction de leur mode de fonctionnement. Autrement dit, vous le voyez bien, l'intelligence artificielle est un ensemble qui regroupe plusieurs sous-ensembles alors en fait de programmation informatique qui repose sur une logique qui leur est propre. Premièrement, ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, le machine learning, tout simplement un programme informatique, comme je vous le mets, qui va reposer sur l'utilisation de modèles mathématiques et statistiques afin de donner à l'ordinateur la capacité d'apprendre à partir d'exemples sans forcément de règles précises ou prédéterminées. L'apprentissage profond, lui, va essayer d'imiter le fonctionnement du cerveau humain. Alors on va parler de réseaux de neurones, en fait ce sont des nœuds de calcul, mais des réseaux de neurones qui vont a priori permettre à la machine de prendre des décisions d'une manière comparable au cerveau humain, en identifiant des phénomènes, en évaluant des options et en arrivant à des conclusions. Et puis, dernier stade de l'IA générative, c'est l'IA générative, celle qui fait le plus parler d'elle. C'est un programme plus abouti qui permet tout simplement de générer un contenu, quel qu'il soit, ex nihilo, sur la base d'une très grande quantité de données. Alors, si on exemplifie, parce que là, clairement, dit comme ça semble très théorique, on va prendre un exemple très simple, qui a le mérite d'être sympathique à cette heure. C'est si jamais vous souhaitez codifier une IA, mettre en place un programme informatique qui aura pour unique vocation de distinguer un chat d'un chien. Bon, vous voyez, en plus, ils sont mignons. Bon, concrètement, si on est dans le machine learning, on fournit un programme informatique sans photo de chat, sans photo de chien. Et donc, en les étiquetant, on doit préciser quelle photo relève d'un chat, quelle photo relève d'un chien. Bon, donc le fait d'indiquer pour chaque photo l'image qui est représentée, avec un E, ça serait mieux, l'IA va analyser les images et tenter d'en extraire des caractéristiques. Bon. Et derrière, si vous soumettez à l'intelligence artificielle une 101e photo, il est évident que celle-ci va comparer l'image que vous lui soumettez aux statistiques, statistiquement aux caractéristiques de sa base de données pour essayer d'établir si l'image que vous lui soumettez est un chat ou un chien. Immédiatement, vous comprenez que si vous avez soumis une photo un peu originale, qui ne correspond en rien à la base de données, une race non référencée ou un animal victime d'une anomalie génétique, par exemple, l'IA ne sera pas capable forcément de traiter l'information. Là, on est vraiment sur un apprentissage qui dépend clairement de la quantité de données, de la variété des données. Mais ça, c'est, encore une fois, on y reviendra, c'est le propre de l'IA. Dans un deuxième temps, vous pouvez essayer de faire de l'apprentissage profond. Donc, l'IA, en fait, va aller au-delà. On va, grâce à des réseaux de neurones, tel un cerveau humain, on va demander à l'intelligence artificielle d'analyser tout simplement et de déterminer des critères qu'elle va devoir prendre en compte de manière cumulative pour arriver à une conclusion plus statistiquement probable. Donc à chaque fois que l'information va passer par un réseau de neurones, donc en couche, vous allez avoir finalement un affinement statistique de la réponse. Bon, évidemment, dans les premières formes d'apprentissage profond, le nombre de couches n'est pas forcément très élevé. Donc,
à la 101e photo, l'IA va classer celle-ci de manière probabiliste, selon les critères qu'elle aura réussi à identifier, autrement dit selon le nombre de critères. Bon, c'est un peu comme le principe du qui est. Si vous connaissez vos classiques en matière de jeux de société, plus vous posez de questions, plus vous êtes à même de découvrir de qui il s'agit. Bon, là, si le nombre de couches est limité, bon, l'IA risque de se tromper dans des fortes proportions statistiques. Après, on peut rentrer dans une logique un peu plus poussée, où on va vraiment rentrer c'est dans du machine learning plus poussé, dans du deep learning plus poussé. On va démultiplier les couches de raisonnement. Donc, autrement dit, on va utiliser des réseaux de neurones beaucoup plus nombreux. Et donc là, évidemment, plus vous démultipliez les couches, plus vous avez quelque chose de statistiquement probable, parce que l'IA va tout simplement démultiplier les indices qu'elle doit prendre en compte pour déterminer si en face, vous avez un chat ou un chien. Donc évidemment, plus la base de données est fournie, plus le risque d'erreur est faible. Ça suppose que, encore une fois, vous ayez une très grande variété de données. Si vous avez mettez 2-3 photos de chats et de chiens, mais qui sont vraisemblablement identiques, ça ne servira pas à grand-chose. S'agissant de l'IA générative, bon, là, on passe l'étape d'au-dessus, c'est-à-dire que ces fameux millions de réseaux de neurones dont l'IA est dotée, autrement dit, ces nœuds de calcul dont elle bénéficie à foison, vont permettre de générer ex nihilo l'image d'un chat ou d'un chien à l'aide d'une commande, ce qu'on appelle un prompt, que le programme va arriver à déchiffrer. Bon là, si je lui demande génère une image d'un chat ou d'un chien orange avec des yeux jaunes assis sous un arbre, eh bien l'IA va décomposer tout simplement la commande, de façon à séquencer chaque élément de l'information et donc arriver à générer un résultat probable. Alors évidemment, vous vous dites bien que la qualité de l'image va dépendre, encore une fois, de la qualité de la base de données. Moins la base de données diversifiée, plus vous allez avoir une standardisation des images fournies. Voilà. Et typiquement, dans cette commande, dans ce prompt, vous voyez bien qu'il n'est pas seulement question de l'animal, il est question évidemment de tout ce qui va concerner le pelage, donc les caractéristiques ici qui sont extrêmement précises, la couleur des yeux, et puis on vous dit assis sous un arbre, mais je n'ai pas précisé de quel arbre s'agit-il. Mais si pour l'IA, l'arbre c'est forcément un sapin, vous allez voir que vous allez avoir une standardisation extrêmement poussée. Ça, c'est la première remarque, c'est que la qualité de l'IA va dépendre de la qualité de la base de données, évidemment, ce sur quoi elle raisonne. Deuxième remarque, on constate que là, quand on parle d'intelligence artificielle, ça semble un peu abusif, c'est ce qui a suscité un débat, parce que ce que l'IA pense, au fond, on a décomposé un raisonnement statistique, on fait du calcul probabiliste, mais est-ce que l'IA pense véritablement le fait de générer un chat ou un chien? Je serais tenté de vous dire que, par comparaison, si je vous montre une photo d'un chat ou d'un chien, vous savez quasiment instinctivement de quoi il s'agit, et sans passer par le raisonnement consistant à accumuler les faisceaux d'indices divers et variés pour vous dire, après déduction, après mûre réflexion, ce qui m'est montré est un chat ou un chien. Très souvent, il vous faut 2 indices, 3 indices grand maximum, et ce depuis tout petit. Vous savez que le chat, ça fait miaou, le chien, ça fait waf, et vous en avez vu déjà dans la vie, donc ça suffit. Donc finalement, le cerveau humain arrive à tirer une conclusion qui est beaucoup plus fiable, et ici beaucoup plus rapide, que l'intelligence artificielle. D'où l'interrogation, est-ce que l'IA pense? Et puis, dernière remarque, eh bien, vous doutez bien que la puissance, ici, la qualité de l'IA va dépendre de la puissance de calcul, puisqu'il faut des millions de réseaux de neurones, autrement dit des millions d'unités de calcul pour arriver à un résultat. La course au calcul que nous sommes en train de vivre actuellement s'explique aisément. C'est pour avoir la meilleure IA, il faut avoir la plus grande puissance de calcul, donc les plus grandes infrastructures, d'où les plans d'investissement massifs qui sont aujourd'hui proposés et annoncés, que ce soit aux États-Unis, en Chine ou en Europe. Donc, sans surprise, là, l'IA arrive à générer l'image d'un chat ou d'un chien, parce qu'encore une fois, la commande est relativement simple. Cela étant, si l'IA fait parler d'elle, c'est pas tant par sa capacité à générer des contenus nouveaux, c'est parce que l'IA, en réalité, comporte un certain nombre de risques. Alors ces risques, c'est toute l'approche de l'Union européenne. On interdit les IA les plus risquées et on réglemente fortement les IA les moins risquées, et puis on ne réglemente pas les IA qui ne comportent aucun risque. C'est donc une approche par les risques qui est favorisée. Alors, 4 grands risques, concrètement. Un risque lié à une utilisation frauduleuse, c'est-à-dire toute la question qui se pose de la responsabilité. Qui est responsable si vous avez un préjudice qui est lié à un contenu illicite généré par une intelligence artificielle? Est-ce qu'il faut prévoir, lorsqu'on code une IA générative, l'interdiction de produire certains contenus ou pas?
on peut imaginer un préjudice qui serait lié à l'utilisation d'une intelligence artificielle dans le cadre d'une cyberattaque. Bon, si je demande à l'IA de coder un virus, question qui est responsable. Bon, le risque est évidemment lié à un dysfonctionnement. La problématique des biais, à supposer qu'ils soient observables dans le fonctionnement d'une IA, c'est-à-dire la qualité de la base de données. Et puis, le scénario catastrophique, extrêmement vendeur à Hollywood, de la perte de contrôle. Est-ce que l'IA ne va pas véritablement nous amener dans le mur? Bon, on me laissera ça de côté si vous voulez bien. Le risque systémique, là c'est vraiment une approche propre à l'Union européenne, c'est-à-dire l'encadrement de l'IA doit éviter ce qu'on appelle des risques systémiques, c'est-à-dire des risques liés à la généralisation de la technologie, qu'il s'agisse d'atteintes à la vie privée. Pensez par exemple à l'affaire Tyler Swift, une chanteuse très connue qui se découvre grâce au deepfake, la génération d'une image par l'intelligence artificielle. Elle découvre à son insu qu'on a implanté son visage dans des films un X. Donc, ça ne lui a pas fait plaisir. Pourtant, c'est bien atteinte à la vie privée, voire aux droits des personnes. Pensez aux artistes qui s'estiment floués par la génération de musique, d'images, par l'intelligence artificielle. Toute la question aujourd'hui en France du doublage, avec le mouvement Touche pas à ma VF, la volonté de créer une exception culturelle pour protéger les doubleurs en France contre une utilisation de l'IA qui viserait à les remplacer, ce qui nous amène à un risque économique, le risque de substitution par une intelligence artificielle. Alors, ce risque de substitution, il se pose clairement en s'agissant des juristes. C'est un peu, on arrive donc à l'essentiel, au cœur de la conférence de ce soir. Est-ce que l'IA remplacera les juristes? Alors, si vous allez lire quelqu'un comme Antoine Garapon et Jean Lassec dans Justice Digitale, alors ça ne fait aucun doute, ça ne va pas faire plaisir à nos amis de doctrine, mais vous voyez que la legal tech, la figure de la legal tech en prend un coup. On nous explique que la legal tech, concrètement, c'est un peu la mère de tous les mots pour le juriste, que finalement, dans le monde de la legal tech, la science juridique, elle ne disparaît pas, mais elle est subitement devenue très secondaire. Le droit n'est pas un discours juridique, il est réduit à une matière à traiter. Les arrêts ne construisent plus une jurisprudence, ils alimentent une base de données. C'est désormais moins la qualité d'une décision que la quantité en fournée qui compte. La culture juridique cède la place à l'intelligence artificielle. Quel sacrilège! Alors, vous voyez que la critique n'est pas si vieille que ça, 2018, mais en réalité, c'est un cri du cœur qui est partagé par beaucoup de juristes. Concrètement, si cette crainte est fondée, ça veut dire qu'on a résolu concrètement deux questions. Un, est-ce que la machine peut penser, et j'utilise des guillemets volontairement, le raisonnement juridique ou non? Et si oui, quelles conséquences l'IA peut avoir, au fond, sur les métiers du droit et de la justice? Alors, est-ce que l'IA peut penser le raisonnement juridique? Ça suppose de comprendre ce qu'est le raisonnement juridique. Or, très souvent, les facultés de droit, c'est ce qui est décrit ici, nous enseignent très souvent qu'il existe une façon propre aux juristes de penser. Qu'il existe, pour le dire simplement, un je ne sais quoi, propre aux facultés de droit, propre au raisonnement juridique. Et quand on essaye de creuser ce que peut être ce je ne sais quoi, essayer d'ouvrir la boîte noire du raisonnement juridique, eh bien, on comprend que, d'abord, première objection, est-ce que la pensée juridique, c'est une pensée qui serait sui generis au regard de son vocabulaire, de son jargon, le fameux vocabulaire juridique? A priori, non. Le droit a son vocabulaire, comme toute discipline scientifique, donc ce n'est pas une spécificité du raisonnement juridique. Deuxième caractéristique qui pourrait être soulevée, est-ce que ce qui fonde le raisonnement juridique, c'est un raisonnement complexe? A priori non plus, parce que le raisonnement juridique, il est complexe, d'accord, mais comme peut-être le raisonnement d'un ingénieur, d'un médecin, d'un physicien, donc les juristes n'ont pas le monopole de la complexité. Et donc l'idée qu'il y a quelque chose comme un raisonnement juridique qui serait propre aux juristes, est une hypothèse contestée, mais le fait est que les juristes ont sûrement une approche particulière des problèmes qui leur sont soumis, et donc des prises de décision que les autres, on va dire, n'ont pas. Autrement dit, il n'y a rien d'autre, personne d'autre qu'un juriste pour raisonner comme un juriste. Ça a pu être dénoncé, mais le fait est que on va partir du principe, si vous voulez bien ce soir, qu'il existe quelque chose qui est spécifique dans le raisonnement juridique
les auteurs qui ont écrit une introduction au raisonnement juridique ici, qui se veut nouvelle, considèrent que, bon, tout d'abord, une des caractéristiques du raisonnement juridique, c'est de prendre une décision à partir d'une règle. Bon. Prendre une décision à partir d'une règle, c'est quand même une des caractéristiques du raisonnement juridique, en partant du principe que cette règle, ça doit être une règle de droit, avec ses caractéristiques, avec la hiérarchie des normes, etc. Donc c'est bien une règle de droit. Donc c'est avant tout quelque chose qui fonde le raisonnement juridique. Considérer donc certaines sources comme faisant autorité, respecter le précédent judiciaire, la construction d'une jurisprudence, même dans des systèmes de droit civil, bon, il existe un précédent judiciaire, même a priori lorsqu'il semble donner lieu à un résultat insatisfaisant. Être sensible alors à la question de la charge de la preuve judiciaire, c'est pas la réalité, c'est la preuve telle que reconnue par le système judiciaire. Et puis habitué aux questions portant sur des décisions judiciaires, c'est-à-dire au fond, au-delà de l'acte juridique, une décision judiciaire, c'est aussi un acte sociologique. C'est quelque chose qui dit quelque chose sur la société, le droit véhicule des valeurs, et lorsque nous faisons du droit, nous sommes toujours a priori préoccupés par le sentiment de la justice. Donc le raisonnement juridique, a priori, est spécifique aux juristes. Et la question, c'est au fond, est-ce que l'IA est capable de s'accaparer ce raisonnement juridique? Est-ce qu'elle est capable d'imiter le raisonnement juridique, sachant qu'une caractéristique qui me semble, là pour le coup, déterminante, c'est que le raisonnement juridique, il s'articule autour de concepts propres aux juristes, avec une signification propre aux juristes. Ces concepts sont des outils qui nous permettent d'aboutir à une solution déterminée, et surtout ces concepts sont évolutifs. La notion de bonne ou de mauvaise foi, de bon ou de mauvais dol, pour aller vite, nous utilisons des concepts qui ont des implications pratiques, mais ce sont des outils au service d'un objectif qu'il nous appartient de déterminer, mais la signification de ces concepts sont propres aux juristes et ils sont évolutifs dans le temps. Et donc, la question qui se pose sincèrement, c'est est-ce que l'IA est capable de faire ça? Alors, premièrement, quand on regarde les études, est-ce que l'IA est capable de s'accaparer le raisonnement juridique? A priori, ça semble compliqué. Ça semble compliqué parce que l'IA est capable de, par nature, de répliquer des tâches simples, répétitives, bon, qui sont effectivement faites par l'être humain, mais qui ne sont pas spécialement complexes en elles-mêmes. Et donc, quand on prend les dernières études en la matière, si on prend donc, un article d'Antonin Bergeau, qui est professeur associé à HEC, qui essaye de mesurer l'impact de l'intelligence artificielle sur la distribution de l'emploi, vous vous rendez compte que les juristes, le risque d'automatisation, il est assez faible, hein, puisqu'on est entre 0 et 2. Comparativement aux télévendeurs ou aux comptables qui sont, pour le coup, à beaucoup plus. Les juristes, on est au milieu du graphique, ça veut dire que oui, l'IA, a priori, va avoir un impact sur les métiers du droit, mais sans doute pas aussi important qu'on l'imagine comparé aux télévendeurs ou aux comptables. Bon. Et à l'inverse, visiblement, il y en a certains qui sont tranquilles. Vous voyez, les concierges, les bouchers, les aides ménagères, a priori, l'IA ne va pas les remplacer. Tout ce qui est manuel, évidemment, l'IA ne pourra pas forcément le faire. Alors, une des premières questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que l'IA va remplacer le juge? Est-ce que nous serons un jour jugés par l'intelligence artificielle? Alors, c'est quelque chose qui a été imaginé dans la culture populaire, si vous connaissez cette fameuse bande dessinée, SOS Bonheur. Dans SOS Bonheur, on a résolu la question. Vous dit-on, avant, il y avait le facteur humain, la faillibilité des hommes. Alors, le juge trop sévère, le juge trop indulgent, celui qui a un ulcère, celui qui a mal dormi la veille, celui qui a mal déjeuné, on pourrait tout imaginer, celui qui n'aime pas votre client. Était-ce la bonne et véritable justice? Bon, a priori non. Mais heureusement, nous avons trouvé la réponse, Thémis, notre grand ordinateur judiciaire, le seul juge capable de rendre la justice, la même justice pour tous. Donc là, l'interlocuteur évidemment demande, dans ce cas-là, à quoi servez-vous? Bon, à vérifier. Autrement dit, le superviseur est humain, vérifier l'exactitude de votre dossier, garantir qu'il est transmis intégralement à Thémis, que les conclusions des avocats, plaidoiries, réquisitoires le soient également. Bon, Thémis possède une mémoire. Bon, et puis, on vous dit que le mieux, c'est que, comme la déesse, elle est aveugle, elle n'est pas seulement infaillible, elle est partiale. Alors, pour ceux qui ont lu la bande dessinée, ça finit pas très bien, parce qu'en fait, Thémis condamne le prévenu à la peine de mort, sachant que la peine de mort a disparu du droit positif. Donc, problème, comment est-ce qu'on applique une décision qui, a priori, est incontestable, qui est logique, qui est infaillible,
alors que la peine de mort a disparu, a été abolie dans la bande dessinée. Donc, évidemment, remplacer le juge, ça paraît être un fantasme, parce que quand bien même ce serait techniquement possible, et je ne pense pas que ça le soit, je ne suis pas sûr que ce soit humainement souhaitable. Alors pourquoi je vous dis que ce n'est pas techniquement possible? Parce que l'office du juge, en droit, on considère, alors oui, il est de juger, ce n'est pas seulement d'incarner le rituel judiciaire, c'est avant tout d'apprécier des faits, de retenir les règles pertinentes à ces faits, d'en donner une signification, ce qu'on appelle l'interprétation, et d'essayer de traduire le droit vers les faits, c'est la qualification, pour ensuite aboutir à une décision. Il y a parfois, honnêtement, des concepts qui ne peuvent pas être appréciés par une intelligence artificielle. L'intention. En droit pénal, il faut démontrer l'intentionnalité de l'auteur. Bon, l'intelligence artificielle, a priori, ne peut pas savoir ce qu'est l'intention. La bonne ou la mauvaise foi. A priori, pareil. Nous multiplions les concepts qui reposent sur l'appréciation souveraine des juges du fond, et la formule est bien trouvée, c'est une appréciation et c'est une appréciation souveraine. Une appréciation souveraine, pour aller vite, subjective, qui dépend de la personne du juge. Ok, une appréciation qui fait appel à l'esprit critique, qui fait appel à un certain degré de conscience, qui fait appel parfois à l'intuition, à l'instinct, mais c'est avant tout une appréciation. Et ça, a priori, l'IA n'en est pas capable, elle ne pourra pas remplacer le juge, encore une fois, quand bien même ce ne serait pas souhaitable, enfin, ce serait techniquement possible, ce n'est pas souhaitable. Alors, est-ce que l'IA peut, à défaut de remplacer le juge, prédire ce que va être le raisonnement du juge? Au fond, si nous nourrissons l'IA avec de l'intelligence, enfin, une base de données jurisprudentielle suffisamment fournie, est-ce qu'elle pourra prédire alors ce que va dire le juge? Alors, pour un rappel ou information, a priori non, tout simplement parce que on s'est prémuni de cela. Dans le code de l'organisation judiciaire, l'article L111-13 nous interdit formellement d'essayer d'établir statistiquement les pratiques réelles ou supposées du personnel du système judiciaire, à l'aide en fait de leur nom et prénom. Autrement dit, les bases de données, enfin les jurisprudences sont forcément anonymes parce qu'on veut se prémunir de la constitution de bases de données qui aurait pour objectif d'évaluer, analyser, de comparer, de prédire des pratiques réelles ou supposées. Donc prédire le raisonnement du juge me semble d'autant plus compliqué que ce raisonnement il est lié à la personne du juge. Bon. Et qu'à partir du moment où vous ne pouvez pas identifier nommément le juge, ce qui est normal, dans une base de données, vous ne pourrez pas vraiment prédire le raisonnement du juge. Alors, au mieux, vous ferez des calculs probabilistes et vous établirez les scénarios possibles. Vous ferez du calcul probabiliste, vous étudierez, comme aux échecs, l'ensemble des probabilités possibles. Bon, quelles sont l'ensemble des solutions qu'on peut rencontrer. Alors, ce n'est pas de la prédiction, parce que la prédiction consisterait à être certain de la manière dont va décider le juge. Mais c'est de la prédictibilité ici. À supposer que vous ayez une base de données, encore une fois, suffisamment fournie, suffisamment diversifiée, suffisamment en fait objective pour pouvoir prédire raisonnablement quels sont les scénarios possibles et envisageables. Vous n'êtes pas à l'abri que le juge statue tout à fait différemment de ce qui était anticipé. C'est le principe du revirement de jurisprudence. Ça va dépendre aussi peut-être des conclusions ou des arguments soulevés par les avocats. Donc a priori, on n'est pas forcément capable de prédire. C'est pour ça ça a été un espoir ou une crainte, mais en tout cas, on en revient quelque peu. Donc prédire le raisonnement du juge nous semble, encore une fois, une chimère un peu illusoire. En revanche, ce que nous savons dire, c'est que clairement, le risque de substitution, il ne concerne pas tant le juge, il ne concerne pas tant l'avocat. En fait, il concerne le parajury, c'est-à-dire l'ensemble des tâches à faible valeur ajoutée qui, évidemment, sont en lien avec l'exercice du droit, mais qui ne consistent pas forcément à faire du droit. Et donc, je vous soumets une pyramide. Alors bon, il y a la pyramide des normes, là c'est la pyramide des tâches. Évidemment, plus la tâche est en valeur ajoutée, enfin comporte une forte valeur ajoutée, plus le risque de substitution par l'IA est faible. Autrement dit, oui, l'IA va pouvoir, a priori, réaliser un certain nombre de tâches qui, au fond, n'ont pas forcément une haute valeur ajoutée, ne nécessitent pas un haut niveau d'études en droit, la recherche d'informations juridiques. Typiquement, la rédaction d'actes juridiques, les préparations d'actes de procédure.
y compris l'enseignement du droit. Je vous ai croire que je tire une balle dans le pied. Je vous rassure, j'ai mis la recherche juridique tout en haut. C'est tout à fait subjectif, mais j'assume. Mais le fait est que l'enseignement du droit, oui, peut être mis à mal par, au fond, l'IA générative, puisqu'en posant les bonnes questions à une IA générative qui sera bien fournie en termes d'informations juridiques, pas une IA générative classique, mais une IA générative faite par et pour des éditeurs juridiques, a priori, en posant la bonne question, à supposer que vous soyez capable de correctement prompter et à supposer que la base de données soit de qualité, il se peut que la réponse donnée par l'IA soit tout à fait satisfaisante. Ce n'est pas toujours le cas, c'est le problème des étudiants en droit qui pensent faire leurs exercices à travers les IA. En fait, l'IA analyse le sujet, vous donne les informations en lien avec les morceaux du sujet, mais n'est pas capable d'une analyse globale, n'est pas capable d'un raisonnement, n'est pas capable d'exercer forcément une démonstration, parce que soit vous n'utilisez pas la bonne IA, soit la base de données sur laquelle repose cette IA n'est pas suffisamment complète pour permettre une démonstration de l'ensemble. Rédaction d'actes juridiques, préparation d'actes de procédure, enseignement, bon, bah, évidemment, là, on peut tout imaginer. Il est évident que l'intelligence artificielle va bouleverser, et elle bouleverse déjà les pratiques dans les cabinets d'avocats. Classiquement, vous avez 3 niveaux dans les cabinets d'avocats, notamment anglo-saxons. Vous avez le parajuridique, où évidemment on facture quasiment à prix coûtant. Après, vous avez la facturation par des collaborateurs, puis vous avez la facturation premium faite par des seniors. Bon, ben, c'est pas compliqué. La facturation à prix coûtant, si on va faire des calculs de rentabilité. Si vous pouvez remplacer votre armée d'assistants juridiques ou de parajuristes par une IA, a priori, entre ce que l'IA va vous coûter et ce qu'elle va vous faire économiser, vous allez logiquement renoncer aux assistants juridiques. En revanche, sur tout ce que l'IA ne sait pas faire, à savoir le conseil juridique, l'établissement de la stratégie judiciaire, le contentieux judiciaire, l'IA ne va pas plaider à votre place, l'expertise juridique, c'est-à-dire si on pense véritablement à ceux qui sont véritablement surspécialisés dans un domaine précis, voire faire de la recherche juridique, il est évident que là, l'IA ne va pas remplacer ces personnes. En revanche, elle va constituer un outil à leur service pour faire de nous, a priori, de meilleurs juristes. D'abord parce que l'IA va permettre d'être beaucoup plus efficace, elle va accélérer la recherche d'informations judiciaires, enfin juridiques, et elle va nous permettre de trouver plus facilement des précédents judiciaires. Traditionnellement, lorsque nous regardons, nous recherchons une jurisprudence, nous la lisons, et jusqu'aux bases de données, c'était extrêmement compliqué de trouver des décisions similaires. Avec l'apparition des bases de données, on arrive à trouver des jurisprudences par mots-clés. Ça reste plutôt laborieux, mais concrètement, si vous savez taper les bons mots-clés, on y arrive, mais ça prend toujours plus de temps que si vous programmez une IA qui, par définition, va reconnaître les termes des jurisprudences avec lesquelles vous l'alimentez et qui va naturellement, spontanément, vous proposer des solutions équivalentes. Vous dire, au fait, pour info, avant même que vous ne lui ayez rien demandé, avant même que vous n'ayez fait votre recherche, l'IA va vous dire, à partir de cette décision, je peux vous dire avec une certitude très probable l'ensemble des décisions qui sont similaires, voire identiques. Évidemment, vous avez un gain de temps qui est extraordinaire. De même, on peut imaginer que, c'est ce que propose d'ailleurs Doctrine, vous fassiez analyser les conclusions, l'argumentaire de votre adversaire par une intelligence artificielle qui va analyser les arguments et immédiatement vous donner les références jurisprudentielles et vous signaler si ces références jurisprudentielles, par exemple, ne sont pas un peu datées ou s'il ne s'agit pas d'une jurisprudence minoritaire. En fait, l'IA va être un outil au service ici du juriste, mais n'a pas vocation à les remplacer. Il ne s'agit pas de fétichiser la technique, il s'agit de mettre la technique au service du juriste. De même, pour la recherche juridique, il est évident que l'IA peut nous aider à mieux comprendre le droit. Plus nous indexons de jurisprudence dans une base de données, plus évidemment nous sommes à même de pouvoir comprendre plus finement ce qu'est le droit. Traditionnellement, on indexait que certaines jurisprudences, c'est-à-dire celle de la Cour de cassation, du Conseil d'État, celle des plus hautes juridictions. Et puis, de plus en plus, on se rend compte que ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant les jurisprudences émises par les hautes juridictions, parce que la plupart des contentieux dans la vraie vie ne vont pas jusque-là. Ce qui nous intéresse, c'est comment raisonne le juge du fond, le juge ordinaire, le juge local, qui va statuer sur des litiges simples et qui va, ou complexes, peu importe, mais qui sont des litiges qui vont rarement connaître, aller jusqu'au bout de la hiérarchie des juridictions. Tout simplement parce que l'affaire n'est pas suffisamment importante, ou parce que les moyens des parties sont insuffisants.
Et donc, au fond, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder comment le juge du fond va statuer. Et ça, vous ne pourrez pas trouver cette jurisprudence sans l'intelligence artificielle. Recherche par mots-clés, l'IA va évidemment analyser l'ensemble des décisions, il y en a énormément, et nous permettre, sur des points extrêmement précis, d'extraire l'ensemble des jurisprudences qui seraient évidemment pertinentes. Pour le chercheur, comprendre le régime juridique, essayer de voir si un régime juridique est cohérent, comment le juge applique le texte, est-ce que tout le monde l'applique de la même manière. Et grâce à l'intelligence artificielle, ce qui était un travail de fourmi va devenir finalement un travail quasiment automatique. Ça sera à nous, en revanche, d'exploiter les matériaux utilisés et fournis. Bref, vous le voyez que, au fond, dire que l'IA va remplacer le juriste est un peu excessif. Elle va remplacer tout ce qui concerne le parajuridique, elle va remplacer, au fond, tout ce qui peut être automatisé, tout ce qui ne relève pas d'un raisonnement juridique. Dès lors qu'il faut penser le raisonnement juridique, dès lors qu'il faut faire preuve d'une intelligence humaine et pas d'un calcul probabiliste, il est évident que là, vous serez forcément face à un humain pour pouvoir raisonner. Et je m'arrêterai là. Concrètement, s'il vous fallait une preuve, eh bien, la preuve est devant vous, c'est doctrine. C'est-à-dire que doctrine, par définition, est le leader en la matière sur l'intelligence artificielle appliquée au monde du droit, tout simplement parce qu'on conçoit l'intelligence artificielle au service des juristes. C'est pourquoi on va donc vous expliquer maintenant, exemple à l'appui, en quoi l'IA peut être utile aux juristes et faire de nous peut-être de meilleurs juristes. Je vous remercie. À vous deux. Merci Loïc. Donnez-nous une petite seconde, on arrive tout de suite. Bonsoir. Depuis tout à l'heure, vous entendez pas mal parler de doctrine. Donc je vais d'abord présenter doctrine en 2 mots avant de nous présenter nous. Alors je ne sais pas s'il y a des professionnels du droit dans la salle ce soir. Pour ceux qui auraient eu la chance d'avoir encore jamais été démarchés par doctrine, ou pour les étudiants qui n'auraient jamais eu l'occasion de tomber sur notre site, doctrine vient répondre à la problématique du traitement de la donnée juridique pour les professionnels du droit. L'idée, comme le disait Loïc Fleury tout à l'heure, c'est de mettre l'IA au service des professionnels pour rassembler de la donnée juridique qui va être éclatée du fait de l'inflation normative, législative et jurisprudentielle. L'idée, c'est de vous permettre d'accéder à l'information qui fera la différence et à celle qui répondra le mieux à vos enjeux. Alors ça, c'était pour doctrine. Ensuite, pour nous, je ne sais pas, c'est toi qui passes les slides. J'ai pas l'aisance de Monsieur Fleury à l'oral, donc je vais rester collé à mes notes. J'espère que vous serez indulgents. Pour vous contextualiser un peu notre intervention, je vais vous dresser un rapide historique des relations entre l'ICES et doctrine, parce que de prime abord, ça paraît pas évident, mais vous allez rapidement comprendre. En fait, l'ICES est le premier pourvoyeur de talents pour doctrine. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis le dernier arrivé chez Doctrine des ICESiens. À l'époque, on était 142 salariés chez Doctrine, dont 4 de l'ICES, dont 3 du foyer Sainte-Thérèse. J'ai fait les calculs, ça représente quasiment 3% des salariés. C'est énorme. Alors d'abord, il y a eu Amaury, qui a rapidement entraîné Briac. Je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour, bonsoir à tous. Briac, responsable grand compte. Notre métier, et mon métier plus particulièrement avec Amaury, c'est de pouvoir construire en fait tous les partenariats avec les grands comptes, cabinets d'avocats, de plus de 15 avocats, jusqu'à des structures comme Deloitte ou KPMG. Voilà.
Ensuite, il y a eu Antoine, qui était aussi au foyer Sainte-Thérèse, et puis moi, le vilain petit canard, qui n'est pas fait le foyer, et qui suis aujourd'hui responsable des relations avec les cabinets d'avocats. Donc je suis un petit peu la première interface entre Doctrine et les professionnels du droit. Tous les quatre, on est issus du coup d'une formation juridique, et nous sommes reconvertis en embrassant une carrière de commercial chez Doctrine. Alors, je parle sous le contrôle de Briac, qui est le plus senior de tous les ICCiens de la maison. Je crois qu'au total, à nous quatre, nous avons généré à peu près 3 millions d'euros d'ARR pour Doctrine. Donc non seulement l'ICES est un bon pourvoyeur de talent, mais aussi de rentabilité. Ce qui fait que le service RH de l'ICES m'a demandé de me rapprocher de la direction de... le service RH de Doctrine m'a demandé de me rapprocher de la direction de l'ICES pour voir s'il y avait quelques talents encore dans la salle qui, suite à leurs études, voilà, voudraient rejoindre les rangs de cette belle société. Maintenant que les présentations des joueurs sont faites, je pense qu'on peut parler un peu de notre terrain de jeu, savoir Doctrine. On a déjà pas mal parlé d'intelligence artificielle, d'innovation. Là, vous pouvez aisément constater que ce n'est pas parce qu'on travaille dans une boîte d'intelligence artificielle qu'on est très fort en slide. Donc, je vais faire très rapide. Doctrine, c'est né de la rencontre de plusieurs éléments, 3 que je souhaite mettre en exergue ce soir. D'abord, un contexte particulier. Pourquoi ? Parce que Doctrine est née à l'issue de la loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique. Cette loi, elle vient prévoir la mise à disposition au public, à titre gratuit, de l'ensemble des décisions de justice. Elle est plus communément appelée comme étant l'open data de la justice. Ça vient rendre disponible à tous les décisions qui sont rendues par l'intégralité des juridictions judiciaires et administratives. Et on charge à eux ensuite d'anonymiser certaines données personnelles qui pourraient présenter des risques pour la vie privée et la sécurité. Donc cette loi, dite la loi Le Maire, vient aider au respect finalement de l'adage « nul n'est censé ignorer la loi », qui était de plus en plus dur à garantir du fait de l'inflation législative de laquelle on parlait tout à l'heure. Alors, les objectifs de cette ouverture sont assez simples. C'est ceux qu'on trouve sur le site du gouvernement. Ils sont, je cite, une meilleure transparence de l'action publique, qui est un pilier essentiel de la confiance des citoyens, et ensuite de nouvelles opportunités de services et outils, qu'ils soient publics ou privés, générés par la réutilisation et le croisement de toutes ces données. Du coup, l'open data vient favoriser l'accès au droit, et c'est exactement ce qu'ont compris les cofondateurs de Doctrine. Alors, je viens de remarquer une faute sur ce diapo. Je vous prierai de la même manière de ne pas y faire attention. C'est le deuxième point important de cette aventure, qui sont les 3 cofondateurs de Doctrine. D'abord Nicolas Bustamante, ensuite Antoine Ducéo, et enfin Raphaël Champémont. Lorsqu'ils étaient à l'époque en Californie, dans la Silicon Valley, ils entendaient tous les jours des entrepreneurs dire que les avocats seraient rapidement remplacés par des algorithmes. Eux, ce n'était pas la direction qu'ils voulaient prendre pour le droit et pour les avocats. Ils ont décidé de prendre le contre-pied et au contraire de faire de l'intelligence artificielle un outil qui viendrait accompagner les professionnels dans leur transformation digitale. Cette volonté d'aider les professionnels du droit, elle émerge aussi d'une volonté qui est libérale, qui leur est propre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait des acteurs historiques que vous connaissez très bien, que vous soyez étudiant ou professionnel du droit, qui se partageaient une très grosse part du gâteau. Il y avait 4 acteurs historiques qui partageaient à peu près 80% du marché de l'équipement pour l'information juridique ou des bases de données. Cette quasi-oligarchie finalement sur le marché, elle amène à un problème qui est aussi connu par les professionnels du droit, qui est celui de l'augmentation des prix. C'était 9% d'augmentation des prix par an, avec des conditions de vente qui étaient assez difficiles, des engagements très longs et l'obligation de dénoncer les contrats 6 mois avant la fin. Donc cette structure qui est quasi oligarchique, elle existe aussi à l'échelle mondiale avec un duopole LexisNexis et Westlaw. Donc Doctrine est née de cette volonté libérale de mettre à disposition l'information, parce qu'en fait il n'y avait pas de Google du droit, il n'y avait pas d'open source à cet effet. C'est comme ça que Doctrine en est arrivé à devenir un acteur majeur de l'IA dans le droit. Comment est-ce que Doctrine a fait le pont avec l'IA ? Parce qu'en emboîtant le pas de la loi Le Maire, pour mettre à disposition la jurisprudence, en fait, Doctrine s'est constitué une base de données énorme, unique et exhaustive, qui constitue un terreau très fertile ensuite à la mise en place d'une intelligence artificielle. Alors, comment l'intelligence artificielle intervient concrètement dans notre plateforme ? Je vais vous présenter 5 points clés. Doctrine, ça fait 9 ans qu'on emploie l'intelligence artificielle. D'abord sur un premier élément qui est celui de la pipeline de données. Je ne sais pas si on lit bien.
On reçoit une énorme quantité de textes juridiques, de décisions de justice, de règlements, de directives, mais ces données brutes ne sont pas exploitables telles quelles. Donc nous, grâce à l'IA, on vient les nettoyer, on vient les anonymiser, on vient les enrichir, on vient les contextualiser, parce que nos algorithmes, on leur a appris à reconnaître et à masquer automatiquement des noms de personnes, à extraire des mots-clés essentiels pour classer les documents de manière intelligente et à respecter surtout les structures de chacune des juridictions qui est susceptible de rendre un arrêt ou une décision. Ce traitement-là, il est crucial parce qu'il vient transformer la donnée, il vient la raffiner pour en faire finalement une masse de données exploitable. Le deuxième point, la deuxième intervention de notre intelligence artificielle, ça va être le moteur de recherche. Ça va être pour la recherche d'un texte juridique. Parce qu'en fait, rechercher un texte juridique, je vais l'apprendre à personne ici, mais ce n'est pas tout à fait comme rechercher une recette de cuisine sur Google. L'IA vient nous aider à mieux comprendre finalement l'intention derrière chaque requête. Si vous tapez Navigo, par exemple, sur Doctrine, il va comprendre que vous souhaitez parler de titre de transport, alors que le terme Navigo n'est employé nulle part, que ce soit dans la jurisprudence ou dans la loi. Donc c'est un petit peu ça, c'est cette capacité à comprendre l'implicite. Nous, c'est grâce à un algorithme de segmentation et qui va aussi savoir par exemple que si dans votre recherche, il y a d'un côté le divorce à l'amiable et de l'autre côté la garde des enfants, eh bien, il doit vous donner des résultats pertinents sur ces deux notions ensemble et pas séparément. Sinon, vous avez une recherche qui n'est pas pertinente. Et finalement, on a un dernier algorithme sur ce point, du point de vue de la recherche qui vient finalement classer dans l'ordre le plus pertinent les résultats de cette recherche. Enfin non, pas enfin d'ailleurs, c'est le troisième point, c'est la recommandation du contenu, puisqu'en fait, Doctrine, à la manière de Netflix ou de YouTube, va venir apprendre en continu de vos recherches, analyser les textes que vous consultez pour vous en suggérer des nouveaux, pour suggérer des décisions qui ont été rendues au visa de ces textes. Et ça fait gagner un temps précieux dans le cadre de la veille juridique, notamment. Quatrième point, intelligence artificielle générative. C'est un mot qui est sur toutes les lèvres en ce moment. Nous, on utilise des modèles avancés, un peu à la manière de ceux qui font tourner ChatGPT, mais pour générer des résumés automatiques de décisions, par exemple, d'actes d'entreprise, ou encore alimenter notre chatbot qui vient répondre à des questions juridiques. Alors attention, on a malgré tout une exigence clé, c'est que nos réponses doivent être sourcées, ce qui ne va pas être le cas d'une intelligence artificielle qui n'est pas spécialisée, comme peut l'être ChatGPT. Nous, notre IA ne génère pas de texte au hasard, puisqu'elle est obligée de s'appuyer sur quelque chose de solide et de tangible. Et c'est pour ça qu'elle va chercher les documents les plus pertinents et formuler une réponse claire et justifiée au regard de ses sources. Enfin, cinquième point, on y vient et je ne serai pas plus long, notre IA intervient dans nos innovations récentes. C'est qu'on va encore plus loin avec des outils comme Flow, que va vous présenter Briac tout à l'heure, qui viennent identifier automatiquement des dates, reconstituer des chronologies. Et ça, c'est qu'un début, puisque aujourd'hui, on a beaucoup d'innovations qui viennent sans cesse mieux servir les professionnels du droit. Donc en résumé, l'intelligence artificielle chez Doctrine, c'est un assistant qui est très puissant, qui vient structurer, qui vient vous aider dans votre recherche, qui vient recommander, qui vient générer, qui vient innover. Et nous, notre objectif, ça reste le même, c'est permettre aux personnes, aux gens, aux professionnels du droit d'accéder à l'information juridique dont vous avez besoin. Tout ça, on va pouvoir vous le montrer de suite. Briac va pouvoir vous faire une petite démonstration. C'est à ce moment-là que je lui laisse la main. Merci Mathis. Alors, donnez-moi une toute petite seconde. Voilà. Donc, Doctrine. Il y a un propos qui est important de souligner avant de commencer la présentation, tout produit qu'il en est. Vous avez un rapport du Sénat qui a été rendu fin 2024, notamment sur l'intégration de tous les outils d'intelligence artificielle dédiés au droit, que ce soit dans les cabinets d'avocats, les directions juridiques. Ce rapport du Sénat, pour ceux qui s'y intéressent, vous avez une synthèse qui fait 9 pages et il y a des points qui sont très importants et très intéressants. L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, des outils comme Doctrine sont capables et vont être capables d'intervenir à 3 types de niveaux pour augmenter la rentabilité des organisations. Le premier niveau, c'est tout ce qui va être traitement de documentation interne. Très concrètement, et on va commencer par là, les pièces que peuvent recevoir un cabinet d'avocats par leurs clients. Le deuxième niveau, c'est sur la recherche juridique, ce sur quoi vous nous attendiez ce soir, mais on ne va pas commencer par là, ce serait trop marrant. Et le troisième niveau, c'est l'aide à la rédaction. L'aide à la rédaction, Doctrine va y venir sur 2025, c'est un peu plus technique parce que ça implique déjà de maîtriser toutes les facettes du droit et toute la complexité. Pourquoi ? Parce que qui dit intelligence artificielle dit adaptation au métier du juriste, et le métier du juriste, il est lié à 2 critères principaux. Le premier, c'est la qualité de la rédaction. Quand on est avocat, on est responsable de ce qu'on écrit, donc il y a un critère de qualité et de perfection dans le raisonnement.
Et le deuxième critère, tout aussi complexe, c'est que le métier du juriste ou de l'avocat, c'est un métier de source. Et donc on raisonne en fait par rapport à un fond, par rapport à des normes, des jurisprudences, des documents parlementaires et même de la doctrine en elle-même. Et le point, c'est d'acquérir toute cette donnée. Et donc, on va commencer par le début, c'est-à-dire le moment où en fait l'avocat, le juriste, va recevoir le dossier qui est envoyé par son client. Il arrive sur votre bureau, ce dossier, il n'est pas daté, il n'est pas trié, les pièces ne sont pas nommées, et le client, tout aussi bien qu'il aime son avocat, va forcément lui envoyer un PDF de 200 pages avec plusieurs pièces distinctes à l'intérieur. Donc ça prend 3, 4, 5 heures de tri. L'idée, c'est que vous allez intégrer l'ensemble de cette documentation déjà sur Doctrine en créant une nouvelle affaire qu'on va appeler ICES, sur un énorme contentieux. Et ensuite, vous allez pouvoir intégrer tous les documents. Donc l'IA va déjà vous aider dans un premier temps à intégrer toute cette documentation et vous permettre d'intégrer, qu'importe la taille, qu'importe le format. Donnez-moi une petite seconde. Toute la documentation en format Word, format PDF, même des photos. L'idée, c'est d'être capable de tout reconnaître. Et le point derrière, avant de passer par une analyse concrète, c'est d'être en mesure de tout trier. Donc de pouvoir scinder au sein d'un dossier que vous allez pouvoir consulter les différentes pièces que vous voulez voir étudiées de manière distincte par l'intelligence artificielle. L'outil vous permet de scinder 2 documents. Ici, c'est extrêmement opérationnel, mais sachez que pour des juristes, pour des jeunes collaborateurs, c'est une tannée. Et en fait, ce sont des heures qui ne sont pas facturables au client parce que le client ne comprendra jamais qu'on facture 100, 200 € pour justement distinguer des pièces dans un PDF. Et le point après, c'est qu'une fois qu'on a distingué l'ensemble de la documentation, vous avez vu documentation qui n'était pas triée, qui n'était pas datée, l'IA va être capable d'identifier les dates qui sont importantes à l'intérieur même de cette dernière, de pouvoir, comme vous pouvez le voir, les classer par ordre chronologique, et puis après, derrière, procéder à une première dénomination. Et donc, ça, dans un dossier contentieux, au conseil, l'application, elle est très pratique. C'est un cabinet d'avocats m'a envoyé un dossier de 56 pièces en atelier. Ce dossier, je ne le connais pas. Je n'ai jamais vu les pièces. Mais grâce à cet outil, je suis capable de le voir trier, premièrement dénommé. Et après, je peux en faire une étude par l'intelligence artificielle. Comment? J'accède à l'intérieur à chacune d'entre elles. Je peux monitorer, changer le nom à l'intérieur de ces dernières, changer la date évidemment, parce qu'il y a des choses et des respects des formes qui sont inhérentes et propres à chaque cabinet. Avoir accès à un court résumé de la pièce en elle-même, l'avoir en PDF ou en format ossérisé. Ça, pour les professionnels, c'est très simple. C'est quand vous avez un PDF image, pouvoir faire un copier-coller. C'est tout bête, mais encore une fois, l'idée, c'est de tout centraliser. Ensuite, on va passer à un truc un peu plus marrant. L'idée, c'est de ne pas faire une étude simplement pièce par pièce, mais permettre en fait à l'outil Doctrine de pouvoir prendre l'ensemble de la documentation que vous nous avez fait parvenir et cette fois de générer un résumé global des faits. Et de se dire, bon, mon dossier, il est ici, je ne connais absolument pas de quoi il en retourne. Par contre, Doctrine est capable, sur l'ensemble de la documentation, de pouvoir identifier les points qu'elle identifie comme pertinents et de pouvoir me les faire remonter dans un résumé qui prend quelques secondes à faire ici, avec une synthèse de l'ensemble de votre documentation. Ici, résumé. Il y a 2 points qui sont essentiels. Ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas un professeur agrégé. Forcément, vous n'allez pas le copier-coller dans un jeu de conclusion. Par contre, derrière, l'idée toujours, c'est d'arriver dans une optique de gain de temps et d'éviter en fait toutes les tâches chronophages qui sont à faible valeur ajoutée pour vous concentrer sur de l'analyse juridique. Et après, point extrêmement important, c'est comme tous les outils d'IA, tout ce qui est à génératif sur Doctrine, tout est sourcé. Cet argument du 6 octobre 2005 m'intéresse. Je n'ai pas besoin d'aller chercher dans toute la documentation pour me rendre compte qu'il est issu de cette pièce. OK. Ça, c'était le premier outil. On a développé également un second outil. Alors, je ne pourrais pas tout vous montrer ce soir, sinon ça fait 1h30 de présentation. Je pense que vous avez besoin de rentrer à un moment donné. Mais le second outil, il est adapté au traitement de toute la masse contentieuse que vous pouvez avoir dans un cabinet d'avocats. C'est-à-dire que ce soit du contentieux ou même, par exemple, pour des audits, je pense à des audits M&A où on est obligé d'analyser tous les deals qui ont fait l'objet d'un contentieux. Ça peut être intéressant aussi pour du conseil. L'idée, c'est de pouvoir traiter toute une masse jurisprudentielle en simplement quelques secondes. Comment est-ce qu'on va venir faire? On a développé un outil ici qui s'appelle Tableau. Donc, vous voyez, on n'est toujours pas dans de l'analyse fine juridique. On est vraiment dans du traitement de data. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir taper n'importe quelle problématique juridique. Attendez. Rupture brutale. On va faire quelque chose de simple ce soir. Sur de la rupture brutale,
On pourrait mettre d'autres termes, par exemple dépendance économique. Allez, hop, ouais, rupture brutale, dérogation commerciale. On va voir. Des relations commerciales. Et puis on pourrait rajouter d'autres termes. L'idée, c'est pas tant dans la terminologie, c'est de se dire, ok, ici, Doctrine est capable de me pousser l'ensemble des jurisprudences, très bien. Moi, je vais être en capacité de pouvoir analyser, par exemple, et je suis devant une juridiction, toutes les jurisprudences qui vont tomber devant la Cour d'appel de Paris, pôle 5, uniquement sur 2024. Voilà, depuis 2024. Et potentiellement, on va prendre d'autres juridictions pour pousser un peu l'exercice. Hop, voilà. Et là, on va passer en mode tableau. Donc en mode tableau, ça vous permet de quoi? Vous avez pris l'ensemble des jurisprudences qui tombent. Et là, sur chacune d'entre elles, vous allez pouvoir poser les questions qui vous intéressent. Donc sur de la rupture des relations commerciales, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir, vu que c'est un droit très casuistique, extraire une donnée. Par exemple, est-ce que tu peux... On va pouvoir lui demander... Je vois pas très bien l'écran. Vous me pardonnez pour les fautes. Quelle est la durée du préavis? Ici, point d'interrogation. Il manque un L. Il manque un L, c'est pas grave. Ça va reconnaître. C'est de lire. Ou quel est l'objet? Hop. Du contrat. Point d'interrogation. Et ici, on va pouvoir extraire, en fait, on aurait pu poser plein d'autres questions. On va pouvoir extraire toutes les informations qui sont pertinentes pour nous, pour notre dossier. Et l'idée, c'est de brosser l'ensemble de cette jurisprudence. Hop. Quelle est la durée du contrat? Ici. Et là, vous voyez, l'outil va être capable d'analyser l'ensemble de la data qui est disponible ici et de pouvoir trier, en fait, et de vous dire la durée du préavis, par exemple, elle est de 2 mois, de 12 mois, de dire quand on ne trouve pas également, et d'identifier l'objet du contrat à l'intérieur de chacune de ces jurisprudences. Et bien sûr, si vous cliquez, vous renvoyez en fait vers les extraits qui vont venir vous intéresser. Cet outil-là, il fonctionne également sur des documents internes, de la documentation privée. Ça peut être, par exemple, pour les avocats qui sont en droit social, la capacité d'analyser 50 contrats de travail d'un coup. Pour des personnes qui font de l'audit, ici, de pouvoir analyser l'ensemble des documents d'audit qui leur sont communiqués, audit fiscal, audit M&A. Et puis aussi, de pouvoir tout trier et d'avoir la capacité d'avoir cette documentation synthétisée en un tableau. Ça, c'est pour le traitement de la documentation interne. Après, on va passer à de la recherche juridique. Donc c'est là où on est un peu plus connu. C'est notre capacité, premièrement, à avoir agrégé l'ensemble des sources et l'ensemble des informations, que ce soit, je vois toujours pas l'écran, que ce soit les informations jurisprudentielles, les commentaires qui peuvent exister sur Internet, l'ensemble des normes, les documents parlementaires, conventions collectives, même les informations légales des entreprises, et de pouvoir en fait faire des liens, et c'est là que c'est la vraie valeur, qu'intervient la véritable valeur de l'IA, c'est de faire des liens entre les différentes sources de droit. Et à la manière d'un ChatGPT, on est venu prendre le modèle OpenAI, bien sûr dans le respect et la protection des données de chacun, je pourrais y revenir en fin de présentation, et on l'a prompté OpenAI, on l'a modifié, c'est-à-dire que les ingénieurs Doctrine sont directement intervenus pour entraîner en fait ce modèle d'IA et intégrer d'autres modèles d'IA pour raisonner comme un avocat, comme un juriste. Et l'idée, c'est de se dire, vous pouvez poser n'importe quelle question. Alors, je vais prendre une question qui m'a été soulevée en cabinet. Donnez-moi une petite seconde. Voilà, c'était cette question-ci. Dans quelles conditions une œuvre d'art peut-elle être commandée dans le cadre d'un marché public sans publicité ni mise en concurrence? Pourquoi cette question est importante? Elle intervient dans le cadre d'un contentieux qui a lieu entre la ville de Nice et l'administration pour déboulonner une statue de Jeanne d'Arc. Pourquoi? Parce que l'artiste qui a réalisé cette œuvre n'a pas été mis en concurrence préalable du fait pour la ville qu'il était le seul à pouvoir la réaliser. L'administration n'est pas en accord avec cet argument et a procédé en fait à la sentence irrévocable qui est la démolition de la statue. L'avocat m'a demandé d'analyser ça par le biais de l'IA. Donc j'ai rentré la question directement. J'ai ici pré-prompté pour éviter de faire des fautes d'orthographe dans la question et de perdre du temps inutilement lors de cette présentation. Mais l'idée, c'est que l'outil Doctrine va être capable, sur un raisonnement ou une question, d'identifier dans un premier temps la norme qui va être pertinente pour votre dossier. Pourquoi? Parce que c'est le début en fait, de votre raisonnement juridique. C'est auprès de la norme que vous fondez en fait, votre argument. Et après, d'étayer son raisonnement par de la jurisprudence. En fait. Et vous rédigez une courte conclusion. L'avocat va venir ou le juriste vont venir challenger cette réponse, se dire tel ou tel point de droit ne sont pas assez étayés,
la jurisprudence que cite Doctrine dans mon dossier n'est pas assez récente. Je souhaite avoir des jurisprudences uniquement du Conseil d'État. C'est pas grave, vous avez un aspect conversationnel. Des petites questions vous sont posées en bas. Vous pouvez très bien en poser d'autres. Mais l'idée, c'est que l'avocat m'a dit, bon, bah, Briac, trouvez-moi plus de jurisprudence récente dans le cadre de cette question. Et là, l'outil va s'adapter à la demande et va affiner la réponse en fonction de ce que vous recherchez. On va aller plus loin. Imaginons que demain, hop, vous ayez l'envie d'étudier un article, l'article L 1222-3 du Code de l'urbanisme, du Code de la commande publique. Vous dites, bah moi, ce que je veux, c'est pas tellement une étude de l'IA. Pourquoi? Parce que ça comporte des risques. Je veux directement aller à la source de cette norme. Par contre, problème pour tout juriste ou pour tout professionnel du droit, c'est que lorsque vous allez faire une recherche, elle est silotée. Vous allez sur Légifrance, vous n'allez pas forcément avoir toutes les jurisprudences qui vont se rapporter au sujet. Vous n'allez pas avoir les commentaires qui vont y être attachés. Et donc, vous êtes obligé de croiser les différentes sources d'information et donc de perdre du temps. Et là, c'est un autre outil d'intelligence artificielle, cette fois qui n'est pas de l'IA générative, mais qui est en fait le Legal Graph. C'est donc un outil que Doctrine a développé pour relier les contenus entre eux. Et l'idée, c'est de se dire, eh bien, je vais sur la page directement de cette norme et j'ai l'ensemble des commentaires disponibles sur Internet, commentaires d'éditeurs, commentaires de confrères, commentaires de places disponibles en accès libre ou en accès limité, et également l'ensemble des décisions de justice qui se rapportent à cette norme, avec la possibilité de faire une sous-recherche pour affiner le résultat. Bref, vous le voyez, les possibilités sont énormes. Vous pouvez vraiment remonter à la source. Et si on procède à une analyse un petit peu plus fine au niveau jurisprudentiel, ce pourquoi on est connu, vous décidez que cette décision du 18 juillet 2024 rendue par le Conseil d'État est importante pour vous. Eh bien, c'est là où on voit aussi toute la contextualisation au sein même d'une seule jurisprudence. Avec Doctrine, vous avez accès évidemment à l'arrêt de cour administrative d'appel, l'arrêt de première instance rendu par le tribunal administratif, un module d'IA générative qui cette fois répond uniquement sur la décision et plus les normes et les jurisprudences, un résumé par l'IA de la décision qu'on peut toujours changer, et on est capable de relier l'ensemble des commentaires qui traitent de l'affaire. Et pour des arrêts du Conseil d'État, relier les conclusions du rapporteur public si elles ont été publiées. Donc vous voyez, en fait, sur une plateforme, sur un outil, c'est là, au-delà de Doctrine, mais qui est réalisé toute la capacité de l'intelligence artificielle, c'est non pas de remplacer le raisonnement du juriste, mais d'évincer en fait toutes les tâches qui déjà prennent du temps, qui ne sont pas rentables et qui enfin ne rendent pas un travail qui est sécurisé. Parce que tout aussi bon juriste qu'on est, on est lié aux limitations technologiques que peuvent avoir les différents outils. Je vous prends un exemple. Lorsque vous recherchez des documents parlementaires sur le site de l'Assemblée nationale et du Sénat, simultané, ça vous prend 3 à 4 heures. Vous n'êtes jamais sûr en fait, d'avoir trouvé tous les documents qui vont vous servir pour votre dossier. L'idée, c'est de prendre cette technologie. Aujourd'hui, d'aller sur Doctrine, on a les seuls à faire ça, mais de pouvoir tout retrouver en quelques secondes. Ça, c'est un point qui est essentiel. Je finirai par une dernière chose. C'est également quelque chose qui est un peu plus business, qui est aussi étudié par les cabinets d'avocats, par les entreprises. C'est le fait de ne pas se concentrer simplement sur de l'information juridique, mais aussi de se concentrer sur de l'information légale pour les entreprises. Pourquoi? Parce que c'est intéressant et plus intéressant même pour des acteurs économiques d'être au courant de ce qui se fait sur leur marché. On va prendre une société, hop, HSBC, hop, Continental Europe, exemple. Chez leur doctrine, on va référencer toutes les personnes morales qui disposent d'un numéro sirène. Elles sont toutes sur doctrine. Et là, on ne va pas simplement aller dans les actes, dans les jurisprudences et autres, on va aller sur les pages d'entreprise et comme vous pouvez le voir, on est capable en fait de prendre toute l'information qui va exister sur une personne morale et de lier en fait la data publique, donc tous les actes, de pouvoir sur une entreprise de cette taille vous fournir une frise chronologique, donc une étude faite par l'IA en fait de tous les actes qui sont tombés, de pouvoir directement les trier, de lier l'ensemble des actes, les informations sur les dirigeants, on a accès aux bénéficiaires effectifs, donc ça c'est important. De voir en fait si d'autres dirigeants ont obtenu d'autres mandats, dans quelle boîte. Et puis également de rapporter à chaque entreprise son contentieux, la répartition du contentieux qui ici est directement effectué par l'entreprise. De voir, on va aller un petit peu plus loin, les avocats qui ont représenté la société, dans quelle décision. Ça c'est un petit peu plus piquant. Et derrière, vous donnez la capacité d'avoir accès à un chatbot en fait directement lié aux entreprises, qui va vous permettre d'avoir un avantage vraiment stratégique. Donc, c'est-à-dire, on va prendre les actes, on va prendre toutes les jurisprudences. Je n'ai pas envie de perdre de temps à pouvoir les trier, à rechercher à l'intérieur de ces derniers.
Je pose directement la question. Hop. J'ai besoin de toi, Mathis. Cette société a-t-elle connu des affaires de blanchiment au hasard? Blanchiment d'argent, blanchiment bancaire. Donc là, l'outil, si j'ai bien tapé ma question, va être capable de rechercher dans tout le contentieux d'HSBC Intercontinental, Continental Europe, de regarder les affaires qui lui semblent pertinentes et de vous ressortir en fait les dossiers dans lesquels la société a été impliquée. Ça, c'est de l'IA. Nous, quand on intègre un outil comme ça dans un cabinet d'avocats, une direction juridique, qu'importe l'acteur, le point, c'est absolument pas de remplacer le métier de quelqu'un. C'est une peur qu'on estime entre guillemets infondée. J'ai jamais eu ce retour client. On me le soulève en rendez-vous. Quand le produit est accédé et intégré sur plusieurs années, il n'y a personne qui me dit j'ai viré la moitié de mon cabinet parce qu'il y a doctrine. Par contre, les retours des cabinets d'avocats, et c'est aussi la conclusion en partie du Sénat, c'est de mieux réallouer en fait les ressources humaines. De se dire, peut-être que ma paralégale qui a 15 ans d'expérience, je vais peut-être arrêter de la mettre sur du tri de pièces, je vais peut-être arrêter de la mettre sur du tamponnage ou de la recherche bête et méchante, et je vais la faire passer et augmenter sa capacité à analyser, à aller de manière plus poussée dans la stratégie. Pareil pour des collaborateurs. Et l'idée après derrière, c'est que ces ressources, vu qu'elles sont mieux réallouées, notamment pour des cabinets d'avocats, parce que c'est auprès de là que j'interviens, c'est pouvoir se dire, ce temps qu'on perd généralement à intégrer, à traiter des pièces, à perdre du temps dans des recherches, on va le passer sur quelque chose qui est plus poussé, c'est-à-dire l'analyse, c'est-à-dire là où l'expertise humaine intervient vraiment. Donc on estime aujourd'hui, entre guillemets, qu'à chacun sa place. Nous, notre métier, c'est de traiter la donnée. Le métier de l'humain, en gros, c'est de l'analyser. Voilà, c'était tout. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions. On a été très positifs sur l'IA. Tout le monde devrait l'utiliser aujourd'hui, c'est super. Mais il faudrait quand même revenir un peu sur des éléments qui sont un peu plus... on a beaucoup d'appréhension, c'est vrai que vous l'avez évoqué. Aujourd'hui, on a des avocats qui n'osent pas forcément encore passer le cap, d'autres professions aussi. Beaucoup de peur, par exemple, on a vu que les comptables allaient peut-être disparaître parce qu'aujourd'hui, l'IA fait de moins en moins d'erreurs. Est-ce que quand même, l'IA ne pourra pas vraiment changer les métiers du droit? Parce que on pourrait très bien, parce que l'IA a été créée par l'homme, donc finalement, on va y inclure des données qui viennent de nous-mêmes. Donc est-ce que ce ne serait pas possible que plus tard, l'IA puisse complètement utiliser les données qui ont été intégrées pour remplacer l'homme et, par exemple, sur les principes du droit qui sont intangibles, on puisse s'en servir encore et encore beaucoup mieux? Est-ce que quelqu'un pourrait répondre à cette question? Jusqu'où pourrait aller l'évolution de l'IA finalement? Alors, pour faire le parallèle avec la comptabilité, c'est un parallèle que je peux faire parce que par ailleurs je m'occupe du diplôme de comptabilité de gestion à l'ICES et effectivement il n'est pas question que les experts comptables disparaissent. Tous les experts comptables, et l'ordre des experts comptables ne cesse de marteler l'idée suivante, c'est monter en diplôme, monter sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, qui va demander une véritable analyse pour aller chercher du conseil, pour aller justifier ce pourquoi le client paye. Et donc, c'est le problème des heures facturables. Il n'est pas question de facturer non plus 36 000 heures à faible valeur ajoutée. Donc, chez les comptables qui sont les plus impactés, parce que là, en fait, les comptables ont été impactés beaucoup plus tôt par l'avènement de l'intelligence artificielle, le marché est en pleine transformation. C'est-à-dire aujourd'hui, un assistant comptable à Bac+2, voire Bac+3, il n'a pas le choix que d'être formé en interne pour monter en compétences. C'est-à-dire il n'est pas question de le remplacer par l'IA. C'est à lui, encore une fois, de travailler différemment, de monter en compétences, parce que l'IA fait probablement mieux que lui ou elle sur certaines tâches qui jusque-là étaient effectuées par l'homme ou la femme. Enfin, voilà. Concrètement, ça n'a pas vocation, encore une fois, à substituer. Si ça substitue, ça veut dire que, a priori, le programme informatique va faire mieux que nous, avec un risque d'erreur plus faible et avec une efficacité, un gain de temps considérable. Honnêtement, si l'IA nous remplace, c'est a priori pas une grande perte. Si vraiment elle nous remplace tous collectivement, alors on repensera avec une très grande nostalgie à cette conférence en disant mais que nous étions finalement naïfs et assez peu lucides, mais objectivement, je pense pas du tout.
Ça ne passe pas, apparemment. Et pour prendre la suite et juste compléter le propos, il y a un point qui est très important, que ce soit dans des professions, par exemple d'avocat, d'expert comptable, c'est le principe de responsabilité, c'est-à-dire que l'avocat signe et engage entre guillemets sa responsabilité lorsqu'il va délivrer une consultation, un jeu de conclusion. Bref, l'idée en fait, c'est que demain, personne ou peu de personnes vont vouloir laisser la main à la responsabilité de l'IA. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas se retourner contre cette dernière si jamais elle répond mal. Comme tout outil, sera toujours faillible. Par contre, l'avocat qui donne un mauvais conseil, du fait en fait qu'il engage sa responsabilité, est obligé en fait de contrôler tout ce qu'il va dire et tout ce qu'il dit. C'est pour ça que le rôle de l'IA comme outil va évidemment remplacer certaines tâches, mais le principe de responsabilité qui est lié, que qu'on soit en direction juridique, qu'on soit en cabinet d'avocat, en fait, implique forcément une mainmise en fait de l'homme toujours sur ces sujets et ces questions. Voilà. Merci pour cette réponse. Et j'aimerais en poser une seconde concernant tout ce qui est particulier, consommateur, parce qu'ici on a beaucoup parlé des professionnels, mais pas de ceux qui utilisent aussi le droit à l'extérieur et qui n'ont pas forcément connaissance du droit en général. Donc ils vont utiliser l'IA. Et aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir un avocat durant les contentieux. Est-ce que ça ne pourrait pas créer des situations un peu compliquées où on va pouvoir rendre des décisions qui ne seront plus très raisonnées et impliquées ? Je me permets de prendre la parole là-dessus. C'est le premier risque qui a été identifié par le Sénat dans son rapport au sujet de l'IA et du droit. C'était le risque d'auto-juridication. Et il a été écarté assez rapidement parce que c'est très compliqué pour un profane du droit, finalement un consommateur, de qualifier juridiquement sa situation. Et c'est exactement là la limite de l'IA, c'est qu'elle a besoin de termes qui soient précis. Et aujourd'hui, le consommateur ne serait pas capable de le faire, donc ça a été écarté. L'IA, en fait, aujourd'hui, la conclusion du rapport du Sénat à ce sujet, c'est que en rendant le droit plus accessible pour les professionnels, ça vient participer à rendre plus accessible d'abord le droit et ensuite à le rendre plus intelligible. Ce qui est aussi un principe à valeur constitutionnelle qui a été mentionné pour la première fois en 1999. Donc aujourd'hui, je pense... J'ai peut-être un peu oublié la question sur le trajet, mais a priori, l'IA pour le droit, ça ne devrait pas poser de question. L'autre sujet qui avait été soulevé par le Sénat sur cette question, c'était les questions de marketing des marques qui pourraient essayer de vendre des réponses à des questions juridiques comme étant du conseil juridique. Et aujourd'hui, c'est pas autorisé. Donc, reste à voir la manière dont ça va évoluer, mais le cadre est pas encore. Enfin, le cadre est fixé. La manière dont les acteurs vont évoluer à l'intérieur est pas encore. On peut pas le prévoir. Oui, pardon, je reviens. Je complète. En réalité, je pense que c'est un faux problème parce que d'abord, premièrement, il y a plein de manières d'accéder au droit, indépendamment de l'intelligence artificielle, même si son utilisation peut être technique. Au fond, il y a tout un tas de manières pour le non-juriste d'accéder à la recherche d'informations juridiques, et quand bien même il n'y aurait pas accès, on a suffisamment de garde-fous, en réalité, en tout cas en droit positif français, pour lutter contre ça. Je vous donne un exemple très concret. Vous saisissez le juge administratif sans avocat. Vous rédigez une lettre, c'est absolument pas juridiquement fondé, pas qualifié. L'office du juge administratif, c'est de faire le travail du juriste, c'est-à-dire qu'il va parfois extrapoler la demande de l'administré pour, en gros, lui parfois dire ce qu'il n'a pas dit, se substituer à sa place. Autre mécanisme existant, on a des modes de règlement préalable obligatoire, la saisie amiable, le mode obligatoire de résolution du conflit comme la conciliation, la médiation, font que même si vous n'avez pas accès au droit, le fait est que quelqu'un d'autre va y avoir accès à votre place. Et donc, il y a tout un tas de mécanismes qui permettent de pallier. Là, il y a des consultations d'avocats gratuites à la maison de l'avocat, qui, eux, peuvent pour le coup avoir accès à l'IA. Vous avez tout un tas de systèmes qui, aujourd'hui, même objectivement, en utilisant un moteur de recherche généraliste, on arrive à avoir une information juridique, certes, on va dire primitive, mais qui a au moins le mérite d'être accessible. Après, effectivement, la valeur ajoutée effectivement de Doctrine, c'est de rendre accessible ça, parce que va forcément une diffusion par capillarité. Une association de consommateurs qui utilise Doctrine, elle peut communiquer auprès des consommateurs, par exemple, là-dessus. Donc, et puis l'avènement de ce qu'on appelle le legal design permet aussi de familiariser le non-juriste au droit, et le legal design va, à mon avis, connaître une forte poussée avec justement l'arrivée de l'IA, avec ce type de dispositif, parce que précisément, on va arriver à être extrêmement précis et adapter l'information à celui à laquelle il est destiné.
D'accord. Est-ce que... Non, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? On va pouvoir faire passer le micro. Très bien. Alors, pendant que le micro circule, est-ce qu'il est possible de remettre l'autre slide? Pardon, j'interpelle la technique. Je vous ai mis quelques références pour aller plus loin. Pour ceux que ça intéresse, une référence pour des non-juristes, 2 références pour les juristes. Pardon de plaider pour voilà, ma paroisse, mais concrètement, culture juridique aux presses universitaires de Sciences Po, contrairement à ce que l'apparence pourrait laisser suggérer, c'est un ouvrage destiné au grand public. C'est extrêmement bien fait. Ça vient tout juste de sortir. Si vraiment les questions sur le raisonnement juridique, ce qu'est par nature le raisonnement juridique, et étudier la culture juridique, je vous recommande cet ouvrage. Il est extrêmement bien fait, c'est très accessible. Il y a plein de références destinées à des non-juristes au sein de cet ouvrage. Je ne saurais trop vous le recommander. 2 références pour des juristes. Sous la direction du professeur Jean-Pierre Clavier, qui enseigne chez nous et qui est professeur à l'Université de Nantes, l'algorithmisation de la justice, c'est un panorama extrêmement complet. Ça date de 2020 sur toutes les questions relatives à l'utilisation de l'IA dans la justice. C'est extrêmement pertinent. Et puis je vous signale, ça y est, on a enfin une première revue qui s'appelle Jurimétrie, alors presse universitaire donc de Savoie-Mont-Blanc, qui est dédiée à l'intégration des outils quantitatifs et de l'intelligence artificielle dans la recherche juridique. Vous voyez que on y arrive, on s'y met, mais vraiment pour toutes les questions, pour prolonger tout ce qu'on a dit rapidement ce soir, pour les non-juristes, culture juridique, j'ai pas d'action tout de suite, c'est juste que je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps, je l'ai dévoré, il est extrêmement bien fait. Et merci beaucoup pour votre exposé. Une question du contribuable que je suis. Est-ce que l'intelligence artificielle va enfin réduire le nombre de fonctionnaires qui ne servent à rien et surtout qui vont nous donner, au moins ils vont remplacer des fonctionnaires incompétents? Merci beaucoup. Écoutez, on y va. Je pense qu'il y a 2 manières de voir la solution. Il y a la manière par rapport à l'outil. Effectivement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle vise à accompagner certains fonctionnaires. On accompagne par exemple des fonctionnaires au sein du ministère des Armées, au sein du ministère des Finances publiques, au sein de notamment certains d'autres services comme la DGA. Le point, par contre, qui est extrêmement important à prendre en compte, c'est la thématique et la problématique que vous nous soumettez. Je pense notamment à la mairie de Paris qui emploie, il me semble, 50 000 personnes. Ces fonctionnaires, en fait, ils ne sont pas pris en compte du tout dans des outils que l'IA pourrait intégrer. Et le problème ne vient pas forcément de l'intégration d'outils d'IA qui peuvent améliorer la vie publique et le service public. Et aujourd'hui, je pense que c'est un enjeu qui est majeur, mais plus dans la bonne gestion en fait, des deniers publics. Et dans lesquels en fait là ce ne sont pas des outils d'IA qui peuvent intervenir mais directement l'homme et les responsables en fait qui y sont liés. Donc est-ce que les dirigeants et est-ce que certains responsables vont prendre en compte demain notre capacité à améliorer et à évincer certains fonctionnaires qui effectivement sont peut-être en surplus? Je pense que c'est un point qui peut être hyper important. Mais vu qu'on parle de doctrine ici et un débat juridique, je me permets quand même de l'indiquer. Il y a aussi des fonds qui devraient être débloqués pour justement intégrer au sein de la justice des outils d'intelligence artificielle pour permettre à la justice de rendre des jugements humains mais plus rapides et plus efficaces et permettre également de meilleurs investissements pour renforcer au niveau humain certains services qui sont défaillants comme les services du ministère de la Justice. Voilà. Après sur cette autre question, malheureusement c'est pas entre nos mains. On peut développer la meilleure technologie qui soit, mais c'est pas quelque chose sur lequel on pourra intervenir ou influer en tout cas. Voilà. Oui, c'est ce que je veux dire. À défaut de diminuer le coût du service public, on va essayer d'améliorer l'efficacité et l'utilisation de l'IA dans le cadre de l'informatisation de la justice ou de la digitalisation de la justice permettrait de répondre enfin à cette promesse d'une justice, disons, pas expéditive, pas rapide, mais enfin qui se rend dans un délai, disons, raisonnable. Dites-vous bien que l'informatisation de la justice, c'est encore un chantier titanesque. Je crois que quand on fait le total des logiciels métiers utilisés par l'appareil judiciaire, on est à 18 logiciels métiers différents qui ne sont pas compatibles entre eux. Dès lors que vous intégrez l'IA, vous êtes obligé de penser à la compatibilité et on peut imaginer que la justice serait rendue plus parce que l'IA automatiserait pour partie le processus. Vous portez plainte, immédiatement transmis au procureur de la République. Il n'y a pas besoin d'un OPJ qui tape, qui décide de transmettre. Le juge a rédigé son ordonnance, immédiatement transmise aux parties. La signification, pour le coup, serait quand même facilitée. Donc on peut démultiplier les exemples à l'infini. Là, pour le coup, votre questionnement, il soulève un choix politique
sur lequel que l'IA ne porte pas en elle-même. C'est un outil, la question c'est à quoi va servir cet outil. En revanche, l'outil va aussi nous servir, pour le coup, à sans doute améliorer le service public, indépendamment de son coût. Et enfin, je me permettrai d'ajouter, tout choix d'un outil pour être implémenté dans un service public pour en améliorer le fonctionnement pose également d'autres règles. Alors, je me permets d'ouvrir le champ des possibles, d'autres exigences en matière de sécurité. Et on l'a vu par rapport à certains services qui ont adopté des outils, par exemple des boîtes américaines, la France faire un pas en arrière suite à l'adoption de ces outils, même si c'est améliorer le service public, pour justement garder une certaine souveraineté. Voilà, éviter que la data parte ailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre conférence. J'avais une petite question, je pense plutôt pour Monsieur Fleury, parce qu'en fait, c'est que c'est peut-être très utile l'intelligence artificielle pour la recherche juridique, mais je voulais savoir ce qu'il en était pour ce qui est de l'après, c'est-à-dire le respect du droit. Est-ce que ça ne serait pas forcément utile pour arriver directement à sanctionner le citoyen fautif, notamment avec la reconnaissance par intelligence artificielle du visage, ou tout du moins savoir reconnaître l'infraction, car on sait que reconnaître le comportement infractionnel est difficile. Et par exemple, dans les restaurants, savoir ce qui a été pris, ça pourrait au moins augmenter certains impôts, ou pour des personnes qui respectent le droit, pour pouvoir diminuer les impôts, et donc en fonction des différentes classes de citoyens qui sont plus ou moins respectueux de ce droit-là. Alors, pour vous répondre, il y a deux questions dans la question. D'abord, sur la question de la répression de potentielles infractions. Alors, je vous expliquais que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ce type d'intelligence artificielle, aujourd'hui, au regard du règlement européen sur l'intelligence artificielle, l'interdit. Alors, ce que je vous ai mis, c'est les règles générales. Ça va sans doute être mis. Voilà. Il y a des exceptions. Mais enfin, je ne suis pas sûr, pour reprendre cette formule que j'apprécie, quand bien même ce serait techniquement possible, que ce soit socialement ou humainement souhaitable. Moi, je veux bien Minority Report, hein, mais si vous avez vu le film, vous savez comment ça se termine. Concrètement, on vit dans une société effectivement sécuritaire, mais sur laquelle la liberté individuelle est complètement sacrifiée à l'aune du déterminisme, parce que, alors dans le film Minority Report, c'est la préscience, mais parce que l'IA a décidé que vous alliez commettre une infraction, vous étiez déterminé à la commettre. Bon, je ne veux pas vivre, pardonnez-moi, dans une telle société. Je ne veux tout de suite pas la Minority Report. Et s'agissant du caractère prédictif des comportements, alors c'est tout ce que professeur Shoshana Zuboff d'Harvard, qui est une sociologue extrêmement connue, a publié, a dénoncé dans un ouvrage qui s'appelle Le capitalisme de surveillance, en disant, en fait, nos utilisations aujourd'hui d'Internet laissent place à ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance, par opposition au capitalisme en fait traditionnel, qui reposait sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Bon, on est sur une vision très spécifique du capitalisme, et nous on est sur une exploitation de la donnée. Autrement dit, lorsque vous naviguez sur un réseau social, tout ce que vous faites, dès lors que vous utilisez Internet, est collecté, mis dans une IA pour essayer de prédire votre comportement et l'influencer. Et donc, la valeur de cette information qui vous concerne, vos données de navigation, en fait, va être vendue à des personnes qui vont essayer d'influencer votre comportement, essayer de vous, de vous proposer de la publicité ciblée. Pardon, mais c'est pareil, je ne veux pas vivre dans une société telle que décrite, quoi. Je ne veux pas que tous nos faits et gestes soient surveillés, monitorés, analysés, compilés, afin d'essayer de prédire notre comportement et surtout essayer de l'influencer sans que nous ayons conscience. Parce que c'est ça l'enjeu. Et donc, pardon, mais je trouve que l'IA, justement, si on dresse ce genre de garde-fou, c'est précisément pour éviter le scénario catastrophe. Et c'est-à-dire qu'une société qui, progressivement, parce qu'elle fétichiserait la technique, deviendrait quand même de plus en plus liberticide, c'est franchement pas une société dans laquelle je nous souhaite de vivre collectivement. Je conçois l'intention, elle est bonne, mais le prix à payer me semble beaucoup trop élevé. Très bonne réponse. Merci à tous et à toutes. Je pense que... Dernière question, ok, très bien. Allez-y. Et après, je pense que ce sera bon. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette intervention, pour cette conférence qui était très intéressante.
Et j'ai une question qui peut concerner vous trois, je sais pas, voilà. Avec l'IA qui devient un enjeu mondial, il y a une concurrence qui devient de plus en plus féroce, que ce soit du côté des Américains ou des Chinois. Et avec le droit international, il y aura forcément un choc des technologies juridiques. Est-ce que l'Europe, ou même la France, voilà, est-ce qu'elle serait prête à faire concurrence aux Américains, dont notamment Elon Musk veut investir à fond dans l'IA? Il ne jure que par l'IA, et également les Chinois. Est-ce que l'Europe pourrait concurrencer ou a une approche vraiment différente qui ferait on pourrait se distinguer? Ouais, je peux répondre. Ouais. Alors, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte dans cette question. Est-ce que l'Europe, alors c'est à mon échelle que je réponds, mais est-ce que l'Europe pourra concurrencer des grosses boîtes du style OpenAI demain? On a des sociétés comme Mistral aujourd'hui, mais est-ce qu'on aura la puissance de feu d'un Américain, par exemple, ou d'un Chinois pour déployer autant de serveurs et autres? Je ne pense pas. La question, par contre, au niveau de l'IA juridique, se pose à une autre échelle. C'est-à-dire que pour développer une intelligence artificielle juridique, c'est-à-dire européenne, on fonctionne sur un modèle, comme vous le savez, de droit civil. Et donc, pour déjà capter la data, il faut qu'une entreprise américaine, si elle souhaite nous concurrencer, aille sur le territoire français, soit implémentée dans les différents services comme nous on l'est pour capter en fait la donnée, monter une structure avec des ingénieurs sur place qui soient formés à prompter une IA sur du droit civil. Bref, ça amène énormément de problématiques, c'est-à-dire qu'on ne prompte pas une IA en droit civil à la manière d'une IA en common law. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Doctrine ne se déporte pas sur des pays de common law, contrairement à d'autres pays de droit civil comme l'Italie ou l'Allemagne. Et donc, ça fait que sur le fait de pouvoir développer des outils généralistes à la manière d'un OpenAI, d'un Llama ou d'une Leia, non, l'Europe va pouvoir développer des plus petites structures, mais basées sur des besoins plus spécifiques. Par contre, sur des outils spécialisés, comme Doctrine au niveau juridique, ou d'autres entreprises, là, l'Europe a un plein potentiel à réaliser. Reste à savoir maintenant si on va pouvoir le faire à fond, c'est-à-dire si les 109 milliards promis par Emmanuel Macron vont être réellement débloqués, et si va y avoir disons, une adéquation ou un consortium entre les différentes politiques des pays européens pour aller de l'avant sur ces sujets. Donc voilà, encore une fois, la réponse est liée à l'avenir. Je pense que la plus belle, disons la réponse la plus réconfortante qu'on peut apporter, c'est au niveau économique, l'IA apportant tellement de bénéfices et montrant énormément de capacités, ça va générer énormément de rentabilité et de profit pour les différents entrepreneurs qui vont s'y mettre. Et donc forcément, il va y avoir énormément de développement là-dessus dans les prochaines années. Mais on ne sera pas en capacité, par exemple, d'avoir la capacité de serveurs des États-Unis et des investissements qui sont mis en place. Voilà. Sur le plan de l'encadrement juridique, pour être un peu plus optimiste, je pense que l'Union européenne a parfaitement les moyens de répondre aux enjeux. Ce n'est pas une question d'absence de conscience du problème. La preuve, le règlement général là, sur l'intelligence artificielle fait partie d'un package européen. On a cessé de réglementer à l'échelle de l'Union européenne sur voilà, penser donc le règlement sur l'intelligence artificielle, le Digital Service Act, le Digital Market Act. Juste avant, on avait de la réglementation relative à la lutte contre le terrorisme, à la lutte contre les contenus à caractère pédopornographique. Bref, on a cessé de développer un arsenal juridique applicable à l'échelle de l'Union, ce qui suppose un consensus, ce qui suppose que nous ayons collectivement considéré un problème comme d'ampleur et que nous avons pris le soin, le temps de le résoudre. Alors évidemment, ces législations ne sont pas parfaites, mais le fait est qu'elles existent. En revanche, ce qu'on observe, c'est des difficultés de mise en œuvre des sanctions vis-à-vis d'acteurs étrangers qui ne respectent pas ces dispositions. Vous avez parlé d'Elon Musk. Bon, Elon Musk a dit, moi, la régulation Twitter, la modération, c'est pas mon problème. Et ben, il y a une sanction qui existe au titre du DSA. C'est l'exclusion du marché européen. Normalement, on devrait fermer la vanne et dire à Elon Musk, écoutez, vous voulez pas respecter les règles chez nous, ne venez pas chez nous. Twitter, X, c'est pas pour les Européens. Est-ce qu'on est prêt à le faire? On devrait le faire, mais est-ce qu'on est prêt à le faire? La réponse est non, parce que là, pour le coup, autant nous sommes d'accord pour nous mettre d'accord sur des règles, nous sommes a priori à peu près opérationnels pour nous mettre d'accord sur les règles, autant mettre en œuvre la sanction, qui est symboliquement très forte, qui montre que l'Union européenne a les moyens de ses ambitions. Jusque-là, il n'y a jamais eu personne pour appuyer sur le bouton rouge. Alors que vous regardez que les États-Unis, ils n'ont pas de problème à censurer TikTok, dire écoutez, TikTok, c'est chinois, c'est contraire aux intérêts des États-Unis, on bloque. Voilà. Le fait est qu'il y a sans doute un manque de courage, non pas un manque de lucidité, mais un manque de courage vis-à-vis des sanctions. On y perdrait sûrement quelque chose sur le plan économique. La question, c'est qu'est-ce qu'on y gagnerait? Et je pense qu'on a souvent tendance à sous-estimer le gain
et à surestimer la perte. C'est pourquoi, mécaniquement, on n'appuie pas sur la détente alors qu'on devrait. Le jour où une intelligence artificielle étrangère méconnaît le règlement sur l'intelligence artificielle là, que je vous ai présenté, la question c'est est-ce qu'il y aura la sanction? Il devrait y avoir une sanction. En matière de règlement des données personnelles, par exemple, on a des sanctions très fortes qui jusque-là ne sont pas toujours appliquées. Donc c'est un véritable enjeu de volonté, non pas de réglementer, mais de sanctionner, c'est-à-dire de donner l'effectivité, rendre effective, les règles que nous avons décidé, collectivement mises en œuvre. Merci, nous allons pouvoir clore cette conférence. Nous vous remercions beaucoup d'être venus pour la voir. C'est un sujet d'actualité en fait actuellement et c'est pour ça qu'il était intéressant à l'ICS de pouvoir le développer aussi avec vous. Et sur ce, passez une bonne soirée et une bonne nuit.